80% des boîtes vont nulle part. Soit elles ne contribuent pas à la performance, soit elles déposent le bilan. Et donc, au final, les returns se font sur peut-être 10, 15, max 20% du portefeuille. Plus de 80-90% des volumes de transactions de sociétés en France se font sur des valos de moins de 150 millions. La vérité, c'est que personne t'a obligé à entreprendre et que quoi qu'il arrive, tu seras toujours, en tant que fondateur de ton activité, la personne qui est responsable en dernier recours. Je te disais, non, mais il y a effectivement des investisseurs qui, après avoir vu cette interview, avaient entendu parler de nous, sont venus sur notre site peu de temps après qu'on ait posté cette interview et ils l'ont écouté, ils m'ont dit j'ai passé 1 heure, j'ai écouté tout ça, ça m'a parlé. Ouais, je sais plus combien ça dure. Et ils m'ont dit ça m'a parlé, et ils ont rentré et puis ils sont devenus investisseurs. Tu vois, comme quoi, c'est pas le nombre de vues qui compte, c'est que ça parle à la bonne personne. Ouais, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que tout le monde cherche la course à la vue. Et finalement, ce qui compte, c'est que les personnes qui voient convertissent. En fait, c'est mieux avoir 500 vues et 250 conversions que de faire 1 million de vues et 0 conversion. Surtout que ton panier moyen, c'est, je sais pas, c'est quoi votre ticket d'entrée ? Le ticket d'entrée le plus petit, c'est 100 000. Ok. Et le plus gros, 5 millions. Ok. Et il faut être, comment on appelle ça, accrédité d'investor ? Enfin, je sais pas comment. Non, investisseur professionnel ou professionnel par option. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les conditions pour être professionnel, c'est un minimum d'investissement. C'est-à-dire avoir été chef d'entreprise, avoir été en responsabilité, avoir un minimum de patrimoine, etc. Et donc, on va dire que professionnel par option, il y a des tolérances qui sont données suivant ce que tu as fait avant. Si tu connais l'investissement, tu en as déjà fait, si tu as déjà utilisé plusieurs outils d'investissement, que tu as déjà investi un minimum de capital à risque. Et donc, tu peux être considéré comme professionnel par option, ce qu'on appelle. Et ça se définit par quoi ? Vous avez un questionnaire sur la plateforme et c'est en répondant à ça que ça dit l'AMF, quand tu onboardes des personnes, et après, tu vois, il y a déjà la première limite, c'est 100 000 euros. À partir en dessous de 100 000 euros, on considère que tu n'es pas professionnel. Ouais, c'est pas pro en dessous de 100 000. non, mais c'est la loi. Ouais, c'est la loi. Aux États-Unis, ils ont mis un seuil. Plus. Ils ont mis un seuil. Donc après, est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a reçu un héritage et qui met 100 000 euros, il se trouve qu'il ne connaît rien à la finance. Donc derrière, on regarde quand même d'avoir participé à certaines opérations, de comprendre les risques d'illiquidité, les risques de perte en capital. Et c'est ça qui va faire la différence, quoi. Et votre plateforme, je me rappelle que tu disais que vous avez essayé de digitaliser un peu la partie admin, qui n'est pas forcément la création de valeur. Vous êtes, depuis le début, vous avez créé votre propre un peu back-end ou tech sur le site. Vous étiez toujours... Vous utilisez quoi ? Enfin, vous avez... Non, on a développé nos propres outils. Et après, quand on a lancé la société de gestion Taigro, qui est une société de gestion totalement digitalisée, cette activité qui fait ce qu'on appelle du fund as a service, elle s'est dotée de ses propres outils et elle a ses propres parcours d'onboarding. Et là, tout est développé in-house. Avec du recours à l'IA et compagnie, mais... c'est nos propres softwares. Voilà. Et ensuite, nous, on a développé, quand moi j'ai commencé avant ça à faire du club deal, effectivement, on a développé nos propres outils, notre infrastructure pour pouvoir, on a pris des CRM, on a essayé de gagner en productivité et en traçabilité de l'information financière des sociétés qu'on regarde, des relations avec nos investisseurs. Et donc voilà. Et après, là maintenant, on est rentré dans une phase où on développe nos propres outils et on fait de plus en plus d'analyses automatisées pour renseigner le CRM, traquer des datas, surveiller des secteurs, etc. etc. Ça, c'est pour la surveillance marché ou pour les boîtes dans lesquelles vous êtes déjà... Nous, pour les deux. Pour les deux. Et si je te remets la genèse, moi j'ai un investissement de mon côté, ça fait maintenant bientôt 19 ans, bientôt 20 ans que je fais ce métier, que dans les entreprises d'un côté plutôt digital, plutôt tech, démarrage VC, deep tech, et puis progressivement de plus en plus tech de type SaaS, avec des business models de type SaaS ou marketplace. Moi j'ai fait principalement, quasiment uniquement du B2B. Et puis après, donc, j'ai monté ma propre activité et je l'ai monté en club deal. Et j'ai fait plusieurs club deals avant de lancer mon propre fonds. Et pour lancer un fonds, il faut une société de gestion. Et on trouvait ça intéressant avec 2 autres personnes de lancer une activité de fund as a service et dans lequel, pour essuyer les plates, mon fonds, le Réflexion Capital 1, a été le premier qui a été déposé, qui nous a permis d'avoir l'agrément de la société de gestion et pour pouvoir rentrer dans un mode gestion de fonds et plus gestion club deal, quoi. Voilà. Donc là, Taigro, c'est dans la vague des... J'ai oublié le nom, mais il y a 2-3 boîtes en France qui sont assez grosses sur le fond as a service. C'est qui vos concurrents là-dessus ?
Alors, les concurrents, il y a dans la grosse partie de l'activité, tu vas avoir des personnes comme, qui s'appelaient Equities, qui ont été rachetées par EQIQ. En fait, à l'époque, il y avait des sociétés de gestion qui existaient et qui louaient leur agrément en disant bah, vous ne voulez pas devenir société de gestion, vous pouvez utiliser notre agrément, en échange de quoi ils avaient des flux financiers, des fees, et ils pouvaient faire le métier d'investisseur. Et ça, c'est de plus en plus remis en question par l'AMF parce qu'il y a une perte de contrôle de l'information et derrière, il y a une vraie autorité des marchés financiers qui oblige à avoir une certaine contrôle, transparence sur l'information financière qui est donnée aux investisseurs. Et donc, à partir du moment où on loue un agrément, on ne contrôle pas trop ce que va faire la personne qui est locataire de cet agrément. Alors que maintenant, on appelle ça du fund sourcing et elle oblige la société de gestion à être responsable des fonds qu'elle héberge. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand on décide de lancer un fonds pour une équipe, c'est nous qui prenons la responsabilité. Et donc, c'est à nous qui incombe s'il y a un défaut d'information, s'il y a une erreur qui est faite sur les investissements, c'est notre responsabilité. Donc, ça nous responsabilise beaucoup plus. Et donc, on ne peut pas prendre n'importe qui, n'importe quoi. Et derrière, on veut s'assurer qu'on a des partenaires qui, même si ce sont eux qui vont proposer les investissements, quand nous, on va les processer, au moins, on aura toute l'information qui nous permet de dire oui, c'est bien ce dans quoi on souscrit les investisseurs et ça correspond bien à ce qui leur a été vendu. Et ensuite, d'avoir dans le suivi de ces investissements un reporting de qualité qui permet de s'assurer que les investissements ils suivent bien leur bonhomme de chemin. S'il y a des problèmes, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient traités et qu'on puisse communiquer de manière la plus transparente possible auprès des investisseurs. Voilà. Vous êtes responsable de la partie légale admin, mais évidemment, que l'investissement soit bon ou pas bon, ça c'est pas entre guillemets votre responsabilité, ça dépend du fonds. Exactement. En fait, une société de gestion, il y a le front office, le middle et le back office. Et donc nous, on a digitalisé la partie middle back office. Le front office reste et appartient aux équipes qui sont nos clients et qu'on sélectionne. Et pour qui on dit, on vous dépose un règlement de fonds, on est société de gestion de votre fonds, on passe une convention avec vous pour investir ce fonds, conformément à ce que vous nous avez dit. Et quand ils arrivent sur des investissements réalisés, ils nous les soumettent. Et si c'est en accord avec la stratégie qui a été vendue, on regarde tout un tas de critères, de ratio de division de risque, d'approche sectorielle, de typologie de deal. Est-ce que c'est du venture, du LBO, est-ce que c'est du majoritaire, du minoritaire, etc. On regarde des analyses de BP qui sont faites et en fonction de si ça correspond ou pas à ce qui a été vendu aux investisseurs, on processe l'investissement. Et à partir du moment où on processe l'investissement est réalisé, après ils le suivent et ils nous doivent un minimum d'informations régulières pour pouvoir montrer qu'ils suivent bien leurs investissements. Et nous, on est responsable de l'information qu'on donne à leurs investisseurs et on vérifie qu'elle est bien normée, fiable, régulière et la plus transparente possible. Voilà. Et que pour la personne qui veut faire un fonds, il s'occupe de la partie la plus intéressante et importante, création de valeur, sourcing, etc. Oui. Et vous faites la partie admin, reporting, dashboard pour les investisseurs. Exactement. Et là, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que notre vision était que dans l'investissement, les sociétés de gestion, c'est complexe. Il y a une grosse barrière à l'entrée qui est déjà financière. Il y a une barrière à l'entrée qui est en termes de compétences. Il faut être gérant AMF. Pour être gérant AMF, il faut avoir un minimum d'expérience dans l'investissement. Donc, si c'est le non-coté, il faut avoir un minimum d'expérience d'investissement non-coté. Si on fait du côté, c'est du côté. Donc, moi, je ne peux pas faire du côté. Je n'ai pas fait d'investissement en tant que professionnel dans le côté. Et ensuite, si je suis dans le non-côté, c'est pas pareil. Si j'ai fait du venture, du LBO minoritaire, majoritaire, etc. Et donc, il faut être capable de suivre ces types d'opérations parce que chacune embarque un certain niveau de risque. Et le risque ne s'apprécie pas de la même manière si c'est une start-up ou une société en LBO majoritaire. Voilà. Et donc, faut connaître un peu ces opérations quand même pour pouvoir les processer. Et puis, par contre, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée sur le middle et le back-office. Et pour autant, depuis la crise financière de 2009, l'histoire de Lehman Brothers, puis après Madoff, il y avait un manque de transparence de l'information financière. Il y a eu des pyramides de Ponzi, etc. Donc, il y a eu énormément de contraintes qui sont arrivées sur la partie back et middle office et qui fait que ça a augmenté les coûts de fonctionnement des sociétés de gestion. Ça a entraîné beaucoup de rapprochements de sociétés de gestion. Il y a beaucoup de rachats, de fusions pour aller à la course à la taille. Pourquoi ? Parce que beaucoup plus de reporting, beaucoup plus de demandes d'informations des souscripteurs, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de réglementaire. Et donc, derrière, on s'est dit, on a de l'information qu'on ressaisit plein de fois. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des copier-coller. À un monde où on vit dans le digital,
on s'est imposé ce qu'on impose un peu à nos boîtes. C'est dans une économie du digital, il n'y a pas de raison que nous-mêmes, nous développions pas nos propres outils de digitalisation. Et donc, ça permet de fiabiliser l'information, ça évite les erreurs de ressaisie, ça permet de rendre l'information disponible tout de suite, sous le format qui est demandé, que ce soit pour l'AMF ou pour les souscripteurs. Okay. Et puis, on peut avoir dans un fonds des souscripteurs qui ont des exigences différentes entre des souscripteurs institutionnels, des souscripteurs privés, des partenaires bancaires ou assureurs. Et chacun a lui-même ses propres contraintes. Et donc, on se doit de donner le maximum d'informations. Et il faut la produire. Ouais. Et puis, faut la garder, il faut l'archiver. Et puis, il faut la rendre exploitable sous forme de texte, de graphique, etc. Voilà. Ça, c'est, j'imagine, l'interface. Et aujourd'hui... quelqu'un qui devient client de Tigro, c'est pour des fonds ou aussi des club deals? Alors, pour la partie club deal, c'est Tilia. Okay. Tilia Invest ou Club Tilia, qui faisait ce métier de manière historique, et qui est ce qu'on appelle un prestataire de services d'investissement. Donc, c'est une plateforme qui permet de lever des fonds, qui impose un process qui est validé par la CPR et qui, derrière, autorise à lever pour des montants qui commencent à être significatifs. Donc, on parle de plus de 5 millions d'euros et qui vous permettent de le faire en bonne et due forme, sans prendre de risques réglementaires. Voilà. Donc, ça, on est sur du club deal. Ça, c'est aussi une boîte de votre groupe? Alors, c'est une boîte du groupe Tilia, Tigro. Alors, l'activité Tilia et Tigro, c'est Stéphane Lubertz et Nicolas Babouin qui ont monté et créé cette activité. Quand moi, j'ai lancé mes premiers club deals, je suis passé par leur plateforme et je leur avais dit que j'avais la volonté de monter une société de gestion la plus digitalisée possible. Eux, ils avaient aussi cette volonté, mais ils ne peuvent pas être à la fois gérant d'un prestataire de services d'investissement et une société de gestion. Il leur fallait un gérant AMF. Voilà. Donc moi, comme j'avais le statut de gérant AMF, j'aurais dit, écoutez, dans ce cas-là, au lieu que tous les deux, on crée une plateforme de société de gestion digitalisée, moi, je trouve que le Fund as a Service, ça va être un produit qui va être demandé. Il y a de plus en plus d'équipes qu'on connaît qui pourraient prendre leur indépendance, mais du fait qu'il y a une barrière à l'entrée assez importante pour les sociétés de gestion, on va essayer de faire sauter ce verrou et rendre accessible l'investissement à des personnes qui veulent monter une activité d'investissement qui nécessite un fonds et pas uniquement du club deal. Et ce que tu dis, c'est que grâce à ça, à partir de 5 millions, c'est possible de lancer un fonds. Alors, Lou, effectivement, on a mis plutôt... Alors, pour un fonds, 5 millions, c'est petit. La barre, elle est plutôt à 10 millions. En dessous de 10 millions, économiquement, c'est pas rentable de lancer un fonds. Mieux vaut faire plusieurs petits club deals. Comment ? Ça coûte combien, du coup, globalement, de lancer un fonds versus avant aussi, quand toi, tu alors, voyais en fait, les prix d'avant? c'est difficile de donner un chiffre, mais en fait, quand on regarde le coût du dépositaire, quand on gère un fonds, une société de gestion, on doit avoir un dépositaire, on doit avoir un évaluateur. Donc, derrière, on doit avoir un minimum de ressources back et middle office pour amortir ces coûts-là. En dessous de 10, et même j'ai envie de te dire 10-15 millions, c'est vraiment le seuil minimum de flottaison. Voilà. La difficulté et la différence par rapport à un club deal, c'est qu'un fonds, tu as à peu près 2 ans pour le lancer. Et donc, pendant 2 ans, tu as des running costs. Alors que si tu n'as pas fait ton premier closing, tu ne peux pas les assumer. Et pour faire un premier closing, il faut que tu fasses des investissements. Donc, tu as un petit peu une quadrature du cercle à faire qui n'est pas évidente. Donc, nous, on a fait sauter ce verrou en disant, concentrez-vous sur la collecte. Nous, on peut en 1 mois déposer un fonds à l'AMF, avoir l'autorisation de commercialisation. Et à partir de là, aller faire connaître votre stratégie d'investissement auprès de vos investisseurs. Et nous, on vous aide sur la partie onboarding, transmission d'informations, normalisation de cette information. Et derrière, vous pouvez aussi passer du temps à aller chercher vos investissements. Donc, investissement, ça va de pair. Et donc, on vous fait gagner du temps, on vous évite d'émobiliser de l'argent. La contrainte, il y a une contrainte financière. Quand on lance une société de gestion, c'est minimum 250 000 à 500 000 euros de dépôt de capital, plus assumer des running costs de fonctions support, alors que vous n'avez pas le premier investisseur et pas le premier investissement. Donc, c'est là où je dis qu'il y a une contrainte. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup de stratégies qui émergent et forcément, c'est un frein, puisque si on n'a pas ces montants-là et cette capacité à assumer le lancement d'un fonds, généralement, on ne lance pas le fonds, on reste là où on est et on essaye de le faire en interne, plus ou moins bien, etc. Mais nous, on est convaincus qu'il y a une prime à l'indépendance. Et à un moment, on se dit, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, qui connaissent très bien certains secteurs d'activité, qui maîtrisent très bien certains types d'opérations. Et ces gens-là, si on leur donne une certaine indépendance, il y a moyen que ça fasse des très belles perfs. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc, ça permet de libéraliser un peu plus l'approche du marché des fonds d'investissement en créant de nouvelles équipes, en permettant à des équipes existantes de prendre leur indépendance. Voilà. Ok, donc ça liquidifie, je sais pas comment on dit, ça rend le marché plus liquide. Exactement. Et par contre, j'imagine, comme toi, tu as commencé aussi avec des
avec des club deals, que quelqu'un ne commence pas en ouvrant un fonds, il commence par un club deal. C'est ce que tu recommandes aujourd'hui? Il y a pas mal d'approches différentes. Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu as fait avant, d'où tu viens, quel type de fonds tu as géré. Si tu viens d'un fonds institutionnel, tu as des relations avec des institutionnels, que tes institutionnels te suivent sur ta stratégie, tu peux démarrer très vite en fonds. Oui. Ça peut te permettre d'avoir, avec un ou deux institutionnels, la possibilité de faire un premier closing, de pouvoir sécuriser tes premiers deals et continuer à être enlevé de fonds. Si tu viens d'un milieu peut-être plus start-up, plus entrepreneur, business angel, là, c'est mieux de commencer avec un club deal, de montrer que ta thèse d'investissement, les fondements sont basés sur quelque chose de réaliste et donc derrière de pouvoir très vite montrer ta thèse d'investissement par des deals. Et comme les montants que tu as mobilisés en start-up, ils peuvent être beaucoup plus faibles que dans des fonds institutionnels, pour faire tes premiers investissements, c'est à portée de main. Avec 10, 15, 20, 30, peut-être 50 personnes, tu peux faire un premier deal. Et voilà. Et finalement, ce qui compte, c'est d'afficher un premier deal et derrière de le marketer et de dire, tenez, j'ai réussi à en faire un, je vais en faire un deuxième, un troisième. Et puis après, tu vois si tu peux, si c'est opportun de monter en fonds. Est-ce qu'il faut que tu attendes de faire tes premiers returns pour pouvoir lancer un fonds? Voilà, après, ça dépend des conditions de marché. Est-ce que le marché est euphorique? Est-ce que les liquidités sont abondantes pour te dire, oui, c'est le bon moment ou pas et de choisir ton driver. Mais voilà, c'est... Donc, il n'y a pas de côté, je peux démarrer en fonds, je peux démarrer en club deal. Moi, je pense que ça dépend surtout d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, et puis c'est quoi ton réseau aussi. Si ton réseau, c'est plutôt des personnes physiques, démarre en club deal, et après, tu verras. Parce que lever un fonds, ça prend du temps. C'est à peu près 2 ans pour atteindre ton closing ou ton objectif de closing. Si pendant 2 ans, tu ne peux pas faire de deal, il y a un moment, ça devient un petit peu compliqué. Tu passes avec un PowerPoint et les gens, ils ont envie de voir du concret. Il y a un moment, et puis toi aussi, tu as envie d'être dans l'action. Exactement, parce qu'il y a un moment, tu peux être dans le doute aussi, de dire tiens, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à convaincre les gens d'investir. Et après, la différence, quand tu vends un fonds, tu vends une stratégie d'investissement. Alors que quand tu es en club deal, tu vends tout de suite un actif. Okay. Et il y a des personnes avec qui ça va parler plus la stratégie d'investissement en se disant tu es un professionnel du secteur, tu as déjà fait ça pendant plusieurs années avec des bonnes performances, je te suis, j'aime cette stratégie. Il n'y a pas ou peu de concurrence et donc vas-y. Et puis il y en a d'autres qui disent non, moi j'ai besoin d'avoir l'actif devant moi, j'ai envie de comprendre dans quoi j'investis. Et là, c'est des gens qui sont plutôt orientés club deal et eux, ils ne vont pas acheter une stratégie en mettant de l'argent dans une black box en se disant est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Donc en fait, ça dépend vraiment du mindset des personnes qui t'entourent et qui sont prêts à te suivre dans ton aventure. Ouais, et du profil, du coup, c'est hyper logique. C'est soit tu viens de la banque d'investissement, du fonds de management, et c'est ce que tu connais, c'est ce que tu fais, et tu vends justement la stratégie. Soit plutôt tu es entrepreneur, tu as connu un métier, un domaine, et tu dis, OK, j'ai compris, là, il y a une niche. Cette boîte, elle vaut le coup en particulier. Ce que tu vends, c'est la boîte, plus que la stratégie. Voilà, exactement. Et après, c'est un côté pragmatique. Moi, j'ai démarré en club deal. C'est ce que je veux demander. C'était quoi, du coup, ton premier deal ? Moi, mon premier deal, alors, j'ai un deal un peu particulier, parce que le premier deal qu'on a fait, c'était un deal d'un dirigeant dans la cybersécurité que j'avais financé dans un de mes précédents fonds. OK. Et, VC à l'époque VC, oui. Seed. Qui était un dossier, qui était plutôt une boîte série A. Alors c'est marrant parce que ça illustre pas mal la thèse d'investissement après réflexion capitale. C'est un entrepreneur qui était dans la cybersécurité, qui avait monté une boîte de services et sur laquelle ils avaient toujours fait de la croissance rentable parce que sortis d'école, ils avaient monté leur boîte et ils faisaient beaucoup de conseils sur des tentatives d'intrusion dans des entreprises et donc de pouvoir venir après sécuriser ces entreprises sur leur réseau. Et c'était à l'époque des débuts de l'Internet. Et donc, ils s'étaient dit, tenez, il y a une vraie faille de sécurité. Beaucoup de sociétés vont installer des passerelles Internet, du Wi-Fi et compagnie. Mais 99% ne les sécurisent pas. Et finalement, on peut rentrer très facilement, récupérer de l'information, etc. Et donc, ils s'introduisaient comme ça des entreprises. Ils récupéraient des fichiers hyper critiques et ils les tapaient à la porte en disant, on va récupérer ça. C'était un white hacker. White hat. C'est une boîte qui s'appelle NBS, c'était No Blue Screen. Et derrière, ils rentraient et puis ils signaient en disant bah oui, genre quand tu récupères le fichier de paye de toute la boîte. La meilleure stratégie et tu leur dis écoutez, nous on est là, si vous voulez, on peut sécuriser le chemin parce qu'on sait par où on est rentré. Voilà, et donc ils ont monté une boîte, ils l'ont développée. À un moment, ils ont réfléchi à faire une petite levée de fonds. Et avec une petite levée de fonds, ils ont basculé leur modèle pur service en mode récurrent.
Et tout leur savoir-faire, ils l'ont mis dans un système d'hébergement très sécurisé et ils ont réussi à faire de la sécurisation de sites e-commerce et en particulier sur toutes les transactions financières. Et après, c'est une société qui a été revendue. Et ils ont été un peu frustrés parce qu'ils avaient d'autres idées de produits qu'ils n'ont pas pu lancer. Donc, une fois qu'ils ont revendu leur société, ils se sont dit, bah tiens, on avait des idées un peu backstage. On aimerait retenter l'aventure, mais comme la première fois, on n'a pas levé et on ne connaissait pas trop ce marché de la levée de fonds, cette fois-ci, on est bien tenté, grisé de le faire. Voilà, et donc ils ont lancé leur nouvelle activité qui s'appelait CrowdSec au moment où moi je lançais mon activité Réflexion Capital. Et ils m'ont rappelé en me demandant tiens, tu peux pas nous accompagner, nous conseiller sur cette levée de fonds, parce que nous on n'a pas vraiment levé des fonds. Le marché est fou, c'était 2019-2020, les levées étaient records. Et on dit, nous, on ne sait pas trop comment appréhender ce marché. Toi, tu as été VC, aide-nous à comprendre un peu tout ça. Et voilà. Donc, je les ai accompagnés en mode service. Et puis, en fait, c'est devenu notre premier club deal parce que dans cette euphorie de 2020, ils se sont retrouvés à lever 2 fois plus que ce qu'ils avaient anticipé. Et donc, ils m'ont dit, bah, vu que tu as monté des club deals, fais ton premier club deal avec nous. Et j'aurais dit, oui, mais ce n'est pas tout à fait ma stratégie. Vous êtes très seed, très marqué cybersécurité, startup seed, levée de fonds sur levée de fonds. Ce n'est pas trop ce que je veux, moi, marketer, puisque ce n'est pas ma conviction première. Et voilà, donc on a commencé avec CrowdSec. Et puis ensuite, le premier vrai deal s'appelle Getfluence, qui là, on était vraiment dans la société qui allait tangenter les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80% de croissance, rentable, et donc qui cochait les cases de ce que moi j'avais défini comme étant ce qui me paraissait moi le plus pertinent à faire en tant qu'investisseur après plus de 10-15 ans d'investissement dans des startups. Et donc j'ai fait un peu la synthèse de ce qui avait marché, pas marché, là où je voyais un chemin se dessiner. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire Getfluence, puis après je fais MyTower et j'ai continué comme ça jusqu'à Homeland, puis après The Packagers, avant de lancer mon fonds. Ok, voilà. Et on parlera justement d'un premier exit qu'il y a eu. Tu parlais de MyTower, ça on en parlera à la fin. Getfluence, c'était le premier deal qui correspond à la thèse d'investissement. Oui. Tu disais donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu expliques de cette évolution entre TT VC. Tu as vu quelque chose qui te paraissait logique en type d'investissement, pas trop early. Toi, tu appelles ça la croissance rentable. Tu vis des boîtes bootstrap. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette thèse d'investissement? Le positionnement, c'est simple. C'est qu'en tant que VC, j'ai vu il y avait vraiment une vallée de la mort. Et après le seed, quand on finance des boîtes, finalement, on a des boîtes qui ne font pas au peu de chiffre d'affaires, mais qui vont faire peut-être entre 50 000 et 100, 200, 300 000. Elles ont réussi à signer 1 ou 2 clients. Et là, elles se disent, super, je vais partir sur la route, je vais lever sur la base de ça. Je l'ai fait avec très peu de moyens. Et les 3 clients, je crois que tu les appelles les 3 uluberlus. Ouais, ou les early adopters, ou les usual suspects aussi. Ah voilà, c'est ça. Les usual suspects. J'appelle comme ça parce que, surtout quand c'est des clients type CAC 40. Donc, on a eu pas mal de startups qui arrivent dans les programmes de digitalisation des grands groupes, partenariat grands groupes startups, qui est un petit peu, je sais pas, moi j'ai toujours vécu ça avec un œil, j'ai toujours une lecture un peu surprenante du sujet, mais je voyais des grands groupes qui voulaient jouer le jeu, qui avaient des enjeux de communication pour attirer des jeunes en tant que salariés, avaient besoin de montrer qu'ils faisaient des choses dans ce sens-là, mais on ne savait pas trop si la volonté, c'était vraiment de digitaliser leur activité, si c'était vraiment de travailler avec des startups, ou si l'enjeu, c'était de se rajeunir et de se dire, tenez, nous, on est une boîte cool, venez, voilà. Et ça a toujours été un peu ambivalent, leur réelle volonté. Et donc, voilà. Donc, quand on voit des grands groupes commencer à signer avec une start-up, on a vu aussi beaucoup de grands groupes CAC 40 gérer mal se comporter, leur faire croire qu'elles allaient signer un contrat à 300 000 euros d'ARR. Et puis, elles leur font faire beaucoup de tests, beaucoup de développement à façon pendant 6 mois. Puis, on leur dit oui, c'est dans 3 mois. Puis après, encore 3 mois. Puis, au bout d'1 an, on s'aperçoit qu'on a fait de la R&D gratos. On aura fait un MVP. Et puis là, ils vous annoncent que ils vont passer le premier contrat, mais ça va être 30 000. Et là, on se dit, ouais, on a fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a eu beaucoup de, je sais pas, d'incompréhension, mais beaucoup aussi un peu de manipulation de grands groupes dans leur structure digitale. Alors, des fois, ils ont créé des filiales pour faire les interfaces avec les startups. Parfois, ils ont recruté des personnes pour pouvoir bosser avec des startups en direct et des services entiers. Et il y avait beaucoup un peu à la fois d'espionnage, un peu de se dire, tiens, comment eux, ils ont réussi à faire ce que nous, on n'arrive pas à faire alors qu'on connaît ce métier depuis des années. Essayer de s'inspirer aussi, alors en leur faisant croire qu'ils allaient faire des choses avec. Et puis après, c'est toujours difficile parce que quand on rentre sur le métier du corporate, là, il y a des gros conflits d'intérêts, quoi. Donc, on fait croire qu'on va racheter, mais on rachète pas, on va utiliser, puis après on demande de faire entrer. Donc, on signe une LOI. Voilà, donc c'est pour ça que je les appelle usual suspects, parce que souvent les entrepreneurs, ils sont tellement contents d'avoir signé une boîte du CAC 40
Ils se disent, bah super, avec très peu de moyens, j'en ai essayé une ou deux. Donc, regardez les VC, là, si vous mettez 500 000, 1 million chez moi, à ce rythme-là, je vais faire tout le CAC 40 dans 18 mois. Et en fait, on s'aperçoit très vite, post-investissement, que ces grands groupes, ils étaient là, ils ont fait faire la petite maquette qu'ils n'arrivaient pas à faire en interne. Manque de compétences, manque de volonté. Ils leur font miroiter des choses. Et puis, en fait, ça ne se traduit jamais vers des signatures supplémentaires dans des filiales où le projet est resté pour faire une démo. Souvent, c'est des salariés de groupe qui ont dit voilà, on m'a demandé de faire un truc avec une startup, j'ai coché la case. Et puis après, il n'y a plus rien. Les gens changent de poste. Bon, bref, donc beaucoup de déceptions. Tu t'es rendu compte que les 100 000, 200 000, 300 000 premiers euros de chiffre d'affaires, ça prouvait pas en fait qu'ils avaient trouvé leur product market fit. Voilà, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient, les entrepreneurs pensaient qu'ils étaient géniaux, ils avaient jugé le super produit, etc. Et en fait, on découvrait souvent après coup que finalement, les corporates n'étaient pas venus pour la proposition de valeur. Ou étaient venus parce qu'il fallait faire quelque chose avec eux, envoyés par leur direction générale qui leur ont dit tenez, il faut qu'on vous montre qu'on fasse quelque chose dans le digital, donc je vous demande de bosser dessus, ou des budgets de com qui étaient développés pour faire ça, mais que derrière, ils venaient pas pour la première proposition de valeur. Et on a vu aussi beaucoup de corporates faire de la R&D déguisée. Donc en fait, en disant, écoutez, nous on vous passe un contrat à 50 000 et puis vous nous sortez un truc finalement que nos équipes internes n'arrivent pas à sortir et qui nous coûte 10 fois ce montant-là. Mais derrière, pas forcément de contractualisation plus long terme ou de volonté de déployer l'outil. Et donc, tu t'en rends compte après une levée de seed ou de série A que finalement le truc est coincé. Les entrepreneurs se mettent à recruter, dépenser du budget marketing, essayer de se faire connaître. Et puis on voit que ça ne transforme pas. Et puis on voit que les premiers leads, les premiers clients, ça s'étend pas. Et puis qu'on voit qu'on accroche que des POC. Et des fois, ils sont tentés de faire des POC gratuits parce que tu comprends, t'es la petite start-up. Si tu veux bosser avec nous. Et en fait, c'est là où on se dit, faut être résilient parce que en fait ça n'existe pas, j'y crois pas au POC gratuit en fait, parce qu'en fait tu es tenté en tant qu'entrepreneur de dire moi je vais me taper la référence, mais en fait quand c'est gratuit les gens ils respectent pas, et donc en fait tu sais pas si les gens en face de toi ils ont le budget, pas le budget, ils commencent à te faire travailler sur un truc, toi tu es hyper motivé et puis ils s'aperçoivent qu'ils peuvent te faire tout et n'importe quoi, derrière il n'y a jamais de deadline qui sont respectés, d'où ce que je disais tout à l'heure, tu vas 3 mois, en 6 mois, en 9 mois, puis après on te dit oui mais là le métier est d'accord mais le DSI est pas forcément d'accord, donc après il faut passer le DSI, il faut passer le RSSI parce que c'est un logiciel qui va venir attaquer des données en interne, où il faut qu'on dépose, et tu vois, tu as le saut de haie en permanence à passer, et donc si c'est pas gratuit, tu dis il n'y a pas de budget, donc ça n'a pas été réfléchi, je sais pas qui est le décideur dans l'histoire, et donc je commence à passer du temps sur quelque chose qui va être certainement un gouffre financier, et puis moi je dis à mes investisseurs super, j'avance avec tel prospect, et puis finalement on les signe toujours pas, la trésor elle commence à fondre comme neige au soleil, et puis voilà, et donc résultat des courses, tu as plus de 80% des boîtes qui lèvent en seed série A, qui finalement, malgré les premières signatures, n'arrivent pas à transformer. Et là, on se rend compte que la proposition de valeur, elle n'est pas si... c'est pas pour ça qu'ils sont venus, que souvent, ils sont venus parce que le pricing est très low cost. Et donc, en fait, le truc est génial, mais on ne paye pas très cher. Donc, finalement, c'est pas très glorieux ou glamour de se dire qu'on crée beaucoup de valeur, mais finalement, on n'en capte pas beaucoup, nous, en tant que start-up. Et donc, il y a besoin d'éclaircir tout ça. Et donc, une fois qu'on a fait l'investissement, on arrive vers une période de rationalisation, et il y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à relever parce que elles ont consommé tout le cash, elles n'ont pas réussi à démontrer la valeur, ou elles sont restées dans un mode très serviciel, elles n'ont pas réussi à imposer un business model. Voilà. Et donc c'est ce que tu as vécu dans ta carrière ici, et comment tu es arrivé à cette thèse de minimum de millions? Alors pourquoi? Parce que en fait, quand tu es dans des moins d'1 million, tu vas avoir 2 ou 3, 4 clients. Et souvent, les clients, ils viennent pas te chercher pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons. Il y en a un, c'est pour une feature, il y en a un, c'est pour le prix. Donc, en fait, comme tu sais pas pourquoi ils viennent te chercher, t'as pas débugué ton approche marché. En fait, tu n'as peut-être pas débugué ton produit non plus. Donc, tu peux avoir des problèmes techniques, des produits qui ne tiennent pas la charge, des produits qui ont une fonctionnalité, mais qui, par rapport à la proposition de valeur, ça fait qu'une partie de la proposition de valeur. Donc, les clients sont un peu frustrés de passer plus de budget parce qu'ils ne savent pas si tu tiendras la roadmap ou pas. Tu es une start-up, tu n'as pas beaucoup de moyens. Tu ne peux pas toujours leur donner beaucoup de visibilité sur une roadmap. Il y a beaucoup de start-upers aussi qui développent. Mais quand tu bosses avec un corporate, il faut lui donner 12 mois de visibilité. Donc, ils disent, je ne vais pas dire ce que je fais dans 12 mois, je ne sais déjà pas ce que je fais dans 3 mois. Ouais, mais ça t'oblige à une certaine vertu, c'est de dire, je discute et je dialogue avec mes clients. Voilà ma vision de mon produit et tu l'as servi par le retour de tes clients. Et après, c'est toi qui fais un arbitrage sur comment tu fais évoluer ton produit. Et donc, quand tu as signé 3-4 clients,
c'est pas représentatif de est-ce que tu es dans le marché, Dans le est-ce que B2B, tu as vraiment surtout le dans le B2B. produit qui a le minimum de features qui permet de dire là je peux reproduire l'acte de vente, et deuxièmement, est-ce que j'ai un pricing qui tient la route, est-ce que je dégage une marge brute qui me permet moi aussi de financer une partie de mes invests, et voilà. Et donc en fait il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lèvent trop tôt et pensant avoir débugger, et en fait je m'aperçois que la meilleure façon de débugger c'est d'avoir plusieurs références, plusieurs patterns qui se répètent, et généralement les patterns tu commences à les voir se répéter quand tu passes le million d'euros de chiffre d'affaires, parce que quand tu passes le million d'euros de chiffre d'affaires, C'est tu as clair. déjà 10-15 clients, peut-être 20 clients, et là tu sais ce que tu leur vends, tu sais pourquoi ils viennent, tu commences à avoir quelque chose qui te dit ah, quand il y a un truc qui marche pas, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça marchait pas, ou plusieurs qui m'ont dit ça serait quand même bien dans ta roadmap que tu inclus ça, et là tu commences à te dire bon allez, et donc finalement tu te dis ça sert à quoi que je lève à un moment où j'y vois pas clair. Et c'est là où il y a le piège. C'est que si tu commences à lever alors que tu n'as pas débugué ton approche marché, tu n'es pas sûr de ton go-to-market, tu n'es pas sûr de ton pricing, tu n'es pas sûr de ta roadmap produit, bon, bah finalement, mieux vaut pas lever. Parce que tu es avec l'argent, tu vas faire que des conneries. Donc voilà. Et donc moi, je me suis dit, bon, en fait, il faut qu'ils mangent un peu leur pain noir, les entrepreneurs. Oui, ils peuvent lever 50, 100 000 après de BA, c'est toujours ça, parce que ça leur permet de faire la feature, de recruter la personne qui va les aider à avoir une bande passante un peu plus large, et d'arriver à démontrer un petit peu plus pour pas rester sur sa faim. Donc ça, je trouve que c'est bon. Et donc moi, je me suis dit, bah, faites vos premiers millions seuls. Et généralement, une équipe fondatrice, elle va avoir 2 ou 3 fondateurs, fondatrices. Bon. Et là, chacun peut avoir 2 rôles. Tu peux être à la tech et au produit, tu peux être à la vente et au marketing, tu peux être à la direction générale d'une boîte, tu t'occupes du management, de la gestion de la boîte, des relations avec les banques, avec les investisseurs, etc. Mais quand tu vas passer les 1,5 million, 2 millions, généralement, très vite, tu es obligé tu peux plus te doublonner. Donc, tu es obligé d'aller rechercher quelqu'un qui va être focus sur le produit, quelqu'un qui va être focus sur la tech. Tu as quelqu'un qui va être focus sur le marketing, quelqu'un qui va être focus sur les ventes. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que tu dédoublonnes l'équipe. C'est des profils un peu expérimentés qui coûtent cher. Oui. Là, tu passes par la levée de fonds. Sinon, ta boîte, elle plafonne. Et tu t'aperçois vite que tu ne peux pas courir les clients, gérer la boîte tous les jours, faire le marketing et faire le produit. Tu ne peux pas être sur anticiper des choix techniques et les développer, et en même temps d'être sur les fonctionnalités, être en interface avec les clients. Et donc, si tu risques de plafonner si tu ne lèves pas. Et c'est très difficile de passer ça. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte que là, ils disent, voilà, j'ai 15-20 clients, j'ai un process qui est clair, je vois où c'est que je veux aller. Maintenant, il faut que je lève, mais je lève sur quelque chose que j'ai réussi à démontrer. Et comme ils ont levé pas ou peu, ben finalement, ils sont assez efficients. Ils perdent pas ou ils sont tout juste rentables. Mais ils savent que s'ils ont un contrat de plus, ils pourront peut-être pas l'exécuter. S'ils perdent un client, ils peuvent se retrouver en négatif. Donc, c'est juste le moment où il y a une prise de risque qu'il faut savoir assesser. Et donc, généralement, c'est le meilleur moment pour ces boîtes-là d'aller sur le marché et de dire voilà ce que j'ai réussi à faire. Et voilà où c'est que je veux emmener la société. Voilà, c'est un petit peu ça. Et moi, je me suis dit, je préfère me concentrer sur ces gens qui ont ce mindset-là, puisque c'est des gens qui sont sur les clients, qui sont sur le produit. Et donc, quand ils vont le lever, ils vont avoir toute cette rationalité de l'approche du marché. Et c'est beaucoup plus rassurant pour un investisseur de se dire, ils vont pas faire les conneries de mettre des budgets délirants sur du marketing. Ils vont pas aller sponsoriser leur business ou subventionner leur business à grands coups d'AdWords et compagnie. Ils vont pas se mettre à recruter la terre entière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans cette démarche de se dire, je sais combien ça me coûte de faire une feature, je sais combien de temps ça me prend, je sais ce que me rapporte un client. Et donc derrière, je vais tester des canaux d'acquisition pour me faire connaître du plus grand nombre. Donc généralement, c'est des boîtes qui ont fait pas ou peu de com. Et donc elles vont dire, maintenant, on a un vrai produit, on est connu, on a des références, il faut qu'on se fasse connaître à grande échelle. Et là, elles lancent les moyens de dépenser 500 000, 1 million en marketing, de pouvoir recruter des gens sur le produit, sur la tech, et de constituer une équipe qui va doubler de taille dans les 12-18 prochains mois. Et là, vraiment installer le fameux scale qu'on attend tous, mais de manière beaucoup plus certaine. Voilà. Ouais, c'est ok. Et donc c'est ces gens-là qui ont le cerveau entre guillemets bien fait, ils savent gérer l'argent parce qu'ils l'ont fait sans lever énormément d'argent. Donc quand ils ont des contraintes financières, ils sont obligés de faire des choix intelligents et pas faire, comme tu dis, des salons marketing pour rien, quoi que ce soit. Et toi, tu arrives pile poil à ce moment de pivot, de transition, il faut qu'ils passent à une autre échelle. Et après, voilà, en termes de profil de risque par rapport à un fonds VC, c'est aussi un choix et c'est totalement différent. Oui. Tu cherches pas le prochain OpenIA où il faut mettre des milliards et des milliards et des milliards pour espérer faire fois 100, fois 1000. Et tu sais que c'est un jeu de grand nombre, comme tu disais sur des interviews, où c'est juste le jeu du VC, tu es obligé d'en avoir 100 et sur les 100, il y en a un qui fait le retour, etc. Là, tu es sur vraiment 99% de non-casse. Le but, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne survive pas.
c'est pas peut-être le même ROI, mais c'est plus de sécurité. Ouais, plus de sécurité. En fait, je pense que la volonté derrière, c'est de dire, quand tu es VC, faut assumer quelque chose qu'on dit pas ou peu sur le marché, c'est que 80% des boîtes vont nulle part. Soit elles contribuent pas à la performance, soit elles déposent le bilan. Et donc, au final, les returns se font sur peut-être 10, 15, max 20% du portefeuille. Et donc, derrière, c'est assez frustrant en tant que VC de dire que tu te trompes 8 fois sur 10. Ça veut dire ça, en fait. Et de dire qu'on a mis de l'argent dans des boîtes, soit les entrepreneurs, le truc était foiré dès le départ, on a voulu croire à notre bonne étoile, soit tu es avec des entrepreneurs qui n'écoutent pas et qui s'entêtent et dans l'erreur. Et donc, bon, voilà. Oui, en tout cas, c'est le jeu du VC et toi, tu t'es dit, c'est un autre jeu que je veux jouer. Bah, au bout d'un moment, quand tu fais ça pendant 10 ans et que tu vois les choses qui marchent, choses qui marchent pas, quand tu t'aperçois que en fait, c'est pas tout d'être diplômé des bonnes écoles, d'avoir la bonne idée, mais que c'est une partie de l'équation, mais qu'il y a des gens très bien, à la tête bien faite, mais qui ont envoyé des boîtes dans le mur. Donc, tu t'aperçois que l'entrepreneuriat, c'est un peu l'école de la vie et qu'il faut être pragmatique et il faut que ça réussisse. Donc toi, tu as envie de financer des entrepreneurs qui ont envie de réussir, mais qui ont envie de réussir sur des bases qui paraissent saines et pas d'un point de vue très dogmatique ou d'aller se projeter dans des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on a un marché français qui n'est pas le marché américain. Donc l'écosystème n'est pas le même. Donc de se dire, je vais faire copier-coller de ce qui se passe aux États-Unis et puis vous allez voir, ça va marcher. Bah non, ça marche pas. On voit bien, l'écosystème entrepreneurial n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France. Mais par exemple, les relations avec des corporates aux États-Unis, il n'y a aucun problème pour un corporate de racheter une start-up, même si elle est de l'autre côté des États-Unis. En France, on a voir des PME racheter des boîtes, bon, c'est déjà assez rare. C'est risqué. Alors, si elle est au bout de la France, n'en parlons même pas. Mais alors, pour une boîte qui soit une PME ou un CAC 40, à chaque fois qu'ils ont acheté des start-up, allez, dans 99% des cas, ça a été des catastrophes. Des boîtes qu'ils ont complètement provisionnées, voire qu'ils ont ressorti quelques années après pour 1 euro. Il n'y a pas beaucoup d'expériences de start-up rachetées par des corporates qui se sont bien passées. Et d'ailleurs, il y a plein de corporates aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de start-up et qui sont sortis du système. Mais pourtant, toi, quand tu achètes une boîte qui fait 2 millions et qui est valorisée, on parlera un peu des valos et des chiffres, mais ton but, c'est vraiment de sortir. Et donc, c'est qui la target? Et alors, c'est pour ça, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre. C'est finalement, il y avait un autre sujet dans le VC, c'est que tu vas être sur des boîtes qui vont lever et dont quasiment l'objet, c'est de lever sur lever. De faire de lever sur lever plutôt que de développer une boîte. Et donc, à la fin, tu dis à qui profite le crime. On fait lever sur des espérances de gains énormes, avec des prix de revient pour les investisseurs très élevés, avec des boîtes qui, souvent, la plupart du temps, n'exécutent pas leur business plan. Quand elles l'exécutent, elles ont dépensé des fortunes. Et il y a un moment, tu te dis, est-ce que tout ça va te permettre d'atteindre une taille critique? Bon, la réponse maintenant qu'on a, c'est que la plupart du temps, non. Donc, il y a un effet de hype. Et effectivement, quand il y a un effet de hype et que c'est bien exécuté, ça marche. On va dire que ça ne marche pas, mais ça marche. Mais c'est effectivement une occurrence qui est une sur des milliers ou des dizaines de milliers. Voilà, donc c'est très difficile. Donc, et à côté de ça, il y a le côté culturel. En France, on a une approche du développement d'entreprise qui est beaucoup plus patrimoniale. Donc, développer peut-être plus lentement, mais plus sûrement quelque chose. Donc, déjà, il faut composer avec les entrepreneurs leur volonté, leur approche du risque qui n'est pas celle d'un Américain ou d'un Anglo-Saxon. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si on commence à demander à un Français qui a une approche beaucoup plus patrimoniale de jouer l'Américain, c'est une catastrophe. Donc, ça aussi, il faut se le dire. Donc, au début, on se dit, mais non, il y a une nouvelle génération qui arrive, au savoir-faire, etc., etc. La réalité, ça dépend vraiment du terreau entrepreneurial, de la culture locale. Et quand tu es dans des pays très libéraux, les gens ont l'habitude de bosser ensemble, de faire bosser des freelances, de lancer des boîtes, de mettre de l'argent dans des boîtes. Ça n'a pas forcément été la culture qu'on a ici en France et l'approche du risque n'est pas la même. Et d'où le fait que les entrepreneurs ne sont pas forcément appréciés à leur juste valeur, contrairement à la prise de risque que font les anglo-saxons. Et que quand il y a des gens entrepreneurs dans les pays comme les États-Unis, les gens trouvent ça génial, les encouragent et trouvent ça smart. Alors qu'en France, on voit encore que dès qu'on est entrepreneur, ça pose toujours pas mal de questions. Dès qu'on est entrepreneur riche, alors tout de suite, on est l'homme à abattre. Il faut être entrepreneur, mais il ne faut pas trop avoir réussi. Ouais, mais voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose de mal vécu par rapport à ça. Et donc forcément, ça contribue à une culture. Il faut en tenir compte quand on est investisseur. Et donc derrière, on n'a pas tout le monde a voulu copier un peu les États-Unis, mais en oubliant qu'on n'était pas les États-Unis, quoi. Et la taille du marché? La taille du marché. Tu disais, tu travailles avec des corporates aux États-Unis. Un corporate, s'il trouve une solution qui est faite par une start-up qui lui fait gagner du temps ou de l'argent, il n'a aucun problème à tester, à onboarder, à dire je vais être le premier à en bénéficier. Et regarde, du jour au lendemain, ça a tout de suite un impact sur mon PNL.
En France, quand tu fais bosser une start-up, les gens se disent attention, ça se trouve demain elle n'existera plus, etc., etc. Donc il y a une approche du risque qui n'est pas la même. Donc contractualiser qu'une start-up, c'est compliqué. Donc voilà, donc à un moment tu te dis les courbes de croissance ne vont pas être les mêmes. Aux États-Unis, quand tu regardes les patrons de fonds d'investissement, ils ont dans leur board des patrons d'industrie, que ce soit semi-conducteurs, software, qui, s'ils ne sont pas dans leur board ou leur comité d'investissement, ne sont pas loin. Eux-mêmes, des fois, sont au board de ces sociétés-là, ce qui fait qu'ils connaissent leur stratégie, ils savent ce qu'ils ont comme problématique, ils savent ce qu'ils vont devoir rechercher pour avoir des relais de croissance à 5-10 ans. Donc, ils connaissent un peu tout ça et donc, il y a tout qui se nourrit. Et donc, à la fin, quand une boîte, elle fait son business plan et que ça part très bien, les corporates sont prêts à racheter des prix importants parce que finalement, tout ça s'emboîte très bien. Si une boîte ne fait pas son business plan aux États-Unis, pas de problème, on la revend. On dit, OK, les gars, je vous ai financé, vous n'êtes pas aux attendus. Bon, je ne vous refinancerai pas. Bon, nothing personal, très bien. Par contre, là, votre seule destinée, c'est soit vous mettez rentable dans les 6 mois avec le cash qui reste, et puis vous ferez votre petit bonhomme de chemin, mais nous, comptez plus sur nous. Soit vous allez vous vendre, et dans ce cas-là, on sait sûr qu'on trouvera preneur, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver ça intéressant. Il y a quelque chose qui a été développé. C'est peut-être pas aux attendus, mais finalement, ça peut intéresser. Rien aussi, voilà. Ça arrive. Mais ça arrive, mais dans ce cas-là, le marché est très vite. Et dans ce cas-là, on ferme, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais il faut que l'argent et le capital y tournent. Et pour revenir sur la France, du coup, et ta thèse, donc tu disais il y a des grosses différences avec les US. Et donc, dans ta thèse d'investissement, c'est aussi pour ça que tu as changé de VC à croissance rentable. Oui. Quand tu parles de ça, c'est aussi justement le lien avec la culture de la PME en France, la croissance un petit peu plus réaliste. Tu donnais des chiffres, je lisais sur les exits en France. Toi, tu expliques que 9 sur 10, en finale, c'est en dessous de 150 millions. Alors, effectivement, les stats d'une année sur l'autre bougent, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que plus de 80-90% des volumes de transactions de sociétés en France se font sur des valos de moins de 150 millions. Alors ça, je peux te dire quasiment 90%. Et suivant les années, ça va être 120, 100 ou 60. Moi, ce que je note par expérience dans des sociétés plutôt digitales et tech, il y a un peu une distribution qui ressemble à une gaussienne, qui va être centrée autour des 30, 40, 50 millions suivant les années. Mais ça veut dire que le gros du volume de ces jeunes sociétés qui souvent ont entre 5 et 15 ans vont se vendre majoritairement dans ces niveaux-là. Et donc moi, en tant qu'investisseur VC, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, j'ai peut-être 5 chances sur 10 ou jusqu'à une chance sur 10, pardon, pas 5 chances, je me suis trompé, mais j'ai peut-être une chance sur 10 ou une chance sur 20 d'avoir une boîte qui soit au-dessus et qui se vende au-dessus. Donc finalement, l'espérance de gain, elle est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est effectivement dans un portefeuille VC, tu as entre 5, 10, peut-être 20 maximum % du portefeuille qui va contribuer à la perf. Et dans ces 20%, tu en as une ou deux qui va te faire un super return. Donc c'est comme ça que ça marche et il faut le savoir. Mais ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que les 80%, 80% qui ne marchent pas, on les abandonne en race campagne, bien souvent la plus grande partie du temps. Et contrairement aux Américains, on n'arbitre pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on croit toujours que finalement, demain est un meilleur jour. Alors que les Américains, quand ils voient que le marché il se plie, ils ferment, ils vendent en secondaire, ils sortent, ils remettent pas d'argent parce qu'ils savent que ça va dégrader leur performance et donc ils vont maximiser leur return sur les boîtes qui ont réussi. Et puis ils vont se concentrer sur celle-là. Voilà. Et parce qu'ils ont une approche qui est très, je dirais, libérale du sujet, alors que nous, on a une approche qui va être beaucoup plus, je dirais, personnelle ou humaine. Et on va se dire, ah non, j'ai mis de l'argent, j'ai pas envie d'abandonner le truc. On va essayer d'accompagner, on va se dire, on va peut-être se refaire un peu la cerise, etc. Mais en fait, la réalité, une boîte qu'on a payée trop cher, qui a cramé trop d'argent, dans laquelle on remet, on a beau essayer de baisser son prix de revient au minimum, c'est toujours compliqué. Et des fois, on bosse beaucoup pour juste récupérer notre cost. Et justement, avec ta stratégie à toi, tu peux te permettre d'avoir cet état d'esprit entre guillemets sympa où tu les accompagnes parce que tu es sur des boîtes où tu n'as pas ce risque. Elles ont déjà fait leur proof of market. Ouais, preuve de concept, ils ont débugué l'approche marché. Ouais. Et donc, comme tu dis, tu n'as pas peut-être toi envie de vivre ce truc de il y en a 8 sur 10 qui vont aller à la poubelle, tu as bossé avec eux pendant des années et tu vas les laisser sur le bord de la route. Ouais, mais tu as moins cette approche pari. Tu as moins ce côté on-off de faire le pari qui est toujours désagréable. Et moi, j'avais envie de passer mon temps sur des entrepreneurs sur lesquels eux, ils jouent leur patrimoine. Ils sont à un moment où ils ne peuvent pas se permettre de jouer avec l'argent des investisseurs. On disait tout à l'heure, mais
tu vois, je trouve qu'il y a une bonne catégorie d'entrepreneurs, c'est les gens qui vont avoir entre 35 et 45 ans, parce qu'ils sont juste à un moment de leur vie où ils capitalisent pas mal d'expérience, ils sont très, comment dire, digitaux, ou plutôt digital native, et ces personnes-là arrivent à un moment où ils font la synthèse de leur expérience professionnelle, de leurs compétences managériales, technologiques, ils ont développé un réseau, et donc ils ont une vraie connaissance souvent sectorielle assez pointue, ils se disent, moi j'aimerais encore... Je m'aperçois que je pourrais mieux faire mon métier si j'avais tel outil. Et ils commencent à réfléchir, à développer un outil. Et là, ils se disent, bah là, voilà, moi, je trouve que ça, il y a un enjeu, parce que les 10 prochaines années, si j'ai ça, bah, je ferai mieux mon travail, je peux amener plus de valeur à mes clients. Et donc, bah, c'est hyper pertinent d'aller avec ces gens-là. Et comme ils sont à un moment de leur vie où, généralement, soit ils ont déjà un emprunt sur le dos, déjà des enfants ou choses dans le genre, bah, ils ne peuvent pas se permettre de jouer tout sur le rouge, quoi. Donc, quand ils vont lever des fonds, qu'ils vont mettre leur patrimoine et qu'ils décident de quitter un job stable, bien payé, bah, il y a un vrai risque entrepreneurial en face. Et donc, chaque euro, ils vont faire attention parce qu'ils disent, si j'utilise mal, je vais devoir relever. Si je relève, je me dilue. Donc, c'est mon patrimoine que je dilue. J'ai un risque de me faire éjecter de ma boîte alors que j'ai mis tout ce que j'avais dans la bataille. Et donc, tu arrives sur une approche du risque qui est beaucoup plus, comment dire, rationnelle. Et donc, ils disent, oui, je prends un risque entrepreneurial, mais je ne vais pas maximiser tous les risques et en me disant, hey, je mets tout sur le rouge et ça va bien se passer. Et puis, tant pis, c'est l'argent des VC, ils sont là pour ça, donc ça ne marche pas. Moi, je referai autre chose. Alors, c'est sûr, quand on a 25 ans, on se dit, tiens, je lève des fonds. On n'a pas la notion de la valeur de l'argent. On ne sait pas ce que c'est forcément la culture de l'effort. On pense que parce qu'on a levé, ça va se faire tout seul. Moi, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui disent, ah, c'est bon, j'ai levé, maintenant les clients ils vont venir à moi. Non, les clients, ils viennent pas à toi parce que tu as levé. Tu peux faire toutes les communiqués de presse que tu veux, tu vas attirer la curiosité. Mais derrière, si le produit, il fait, on comprend pas ce qu'il fait, ben, les gens vont pas le tester, on va encore moins l'acheter. Si le produit fait ce qu'il a dit, mais derrière, il tient pas la charge, bah, un client qui a payé, il va vite churner. Donc, des choses comme ça, si tu veux, voilà. Donc, tu apprends de tes erreurs, mais tu réduis ton risque. Donc, voilà. Donc, c'est une approche qui est du risque qui va être différente, si tu veux, pour ce type d'entrepreneur. Pardon, mais un autre bon argument pour ce type de profil, c'est qu'il leur reste 10, 20, 30 ans peut-être même de motivation à continuer à se développer et gagner de l'argent, qui est quand même pas mal. Trop jeune, c'est peut-être trop tôt. Trop âgé, peut-être que tu as un profil de risque beaucoup plus light. Là, c'est le bon juste milieu. Bah, je pense que c'est le bon milieu où tu peux te dire, voilà, je fais la synthèse de mon expérience professionnelle. Je peux avoir des frustrations ou me dire tiens, ou des idées, et j'ai envie de les mener à bien et me dire là, ça me tente, parce que moi, si j'arrive à développer ce produit-là, ou développer ce service outillé, hein, ça peut être un service qui est sous-tendu par un produit que tu utilises toi pour rendre une qualité de service meilleure, eh bien, j'ai envie de tenter l'aventure parce que ça me fait rêver, parce que j'ai des idées, j'ai envie de les mener à bien. Et finalement, je me dis, je serais frustré de ne pas l'avoir fait. Et bah là, j'ai un momentum, une fenêtre qui s'ouvre et j'ai envie de la saisir. Et donc, oui. Après, c'est vrai que plus vieux, tu peux te dire, j'ai fait mon patrimoine. Tu peux avoir des enfants qui font des études. Tu te dis, ah, moi, je ne peux pas cumuler des risques. Tu peux avoir moins d'énergie. Tu peux avoir moins d'engagement à constituer ton patrimoine parce que tu l'as peut-être déjà bien constitué. Et donc, finalement, tu te dis, je ne vais pas tout mettre à risque à un moment de ma vie où bah, derrière, je ne pourrais pas me refaire non plus. Donc, finalement, tu t'aperçois que d'un point de vue démographique, c'est un moment. Et après, il y a des études qui ont montré, au moment où moi, je lançais Réflexion de Capital, qu'effectivement, c'était les entrepreneurs qui réussissaient le mieux, ceux qui avaient entrepris autour des 40 ans. Et finalement, tu te dis, bah, c'est pas illogique. Tu vois, tu te dis, finalement, ce truc-là que moi, j'avais intuité, finalement, bah, il y a des études qui montraient aussi que c'était le bon moment. Et ça paraît logique, voilà. Donc, mais, voilà. Mais souvent, ce qui est important de rajouter, c'est que souvent, j'ai entendu beaucoup de VC, de gens qui disent, ah oui, mais ces gens-là qui ont ces mindset-là, de la croissance rentable, ils font attention, ils sont pas assez ambitieux. En fait, non, ils sont ambitieux, mais ils ont une appréciation du risque qui est très différente. Voilà. Et ils mesurent chaque euro. Chaque euro. Voilà. Et puis, 30% par an pendant 20 ans, ça compense pas mal. Voilà. Alors, effectivement, ça, c'est aussi un point important. L'autre point que je me suis rendu compte, donc VC, c'est qu'on signe des packs d'actionnaires dans lesquels on dit, oui, on finance une boîte, et puis dans 5 ans, on va se mettre en recherche d'une liquidité. Finalement, l'histoire montre qu'il y a quand même très peu de boîtes qui arrivent à faire le tour de je me finance et j'exite avec des super multiples en 5 ans. C'est extrêmement rare. La plupart des boîtes, plus elles sont deep tech, plus il va falloir 10, voire 15 ans pour les amener sur un marché, sous réserve qu'elles sont encore vivantes à ce moment-là, intéresser du monde. Pourquoi ? Parce que quand tu es en deep tech, souvent on est sur des innovations de rupture. Et quand on est en rupture par rapport au marché, eh ben, tu te retrouves complètement décalé. Et donc, des fois, il faut que le marché il digère, il comprenne. Ça peut perturber la chaîne industrielle dans laquelle tu évolues, ça perturbe le pricing, ça perturbe les usages, etc. Et donc, il faut que le marché il puisse maturer. Et en fait,
tu peux jamais aller contre le marché. C'est le marché qui a toujours raison. Tu as beau avoir un super produit, j'ai entendu plein d'entrepreneurs dire ah mais les gens ils comprennent rien, c'est génial. Mais en fait c'est génial, sauf qu'en fait tu viens tellement perturber la chaîne. Que ça soit des fois, j'ai vu des entrepreneurs vendre en direct dans des marchés qui se vendent en indirect. Je leur dis, tu perturbes tout le monde, tu te fais des ennemis. Tous ceux qui sont là, qui sont des partenaires, distributeurs, intégrateurs, tu les squeezes, alors que c'est eux qui tiennent le marché. Donc au final, tu te crées. Alors, repense, écoute, regarde comment ce produit se fait. C'est sûr que tu voudrais te dire que le gars, moi j'ai réussi là où les autres n'ont pas réussi, je vends en direct et je suis génial, etc. Ouais, ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Et puis, quand tu fais des sauts de performance qui changent complètement la façon de travailler, il y a des personnes qui hésitent à franchir le pas aussi. Donc, il faut être en accompagnement. Et c'est pas évident d'être capable de jauger, de dire j'innove, mais si j'innove trop fort, ça fait reculer. Si j'innove pas assez, c'est moi qui recule sur le marché. Et donc, il faut être capable de jauger de ça. C'est pour ça que des fois, ça sert à rien de surinvestir dans le produit, dans des produits qui sont trop disruptifs, parce que finalement, on capitalise pas dessus. Voilà. Et donc, c'est aux investisseurs, aux entrepreneurs dans les boards de pouvoir jauger et de dire, voilà, là, on a essayé, ça marche pas, ça se refuse. Comment on fait en sorte de trouver le bon chemin pour y arriver? Le problème, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, tu es aveuglé. Et comme tu as beaucoup d'argent, tu en mets de partout en disant, il y a bien une qui va marcher. Et puis finalement, voilà. Et on n'apprend pas de ces échecs. Alors que quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de faire des choix. Et donc, tu es obligé d'aller au choix qui va être celui qui, à court terme, va ramener et va valider ton hypothèse. Voilà. Donc, si on lit ça à ta thèse d'investissement, donc là, tu nous as bien expliqué le type de profil idéal, aussi le timing, donc toutes ces erreurs, justement, tu les évites en trouvant la bonne personne qui a déjà passé tous ces caps et qui est à 2 millions de chiffre d'affaires. Tu nous parlais du coup de cette courbe un peu de Gauss, les exits en France, ça va être autour de 20-30 millions, là on a beaucoup, ça va monter jusqu'à peut-être 150 millions. Et puis tu vas avoir une gaussienne qui va être centrée autour de ça, quoi. Ok, et donc toi, ta cible, donc là on a parlé du type de dirigeant, ça c'est hyper intéressant, aussi qui a fait son expérience dans son métier, qui trouve une niche, qui la développe, qui a réussi, qui fait ses 2 millions, qui arrive à cette phase de structuration, il a peut-être, 10, 20 personnes, et là c'est un autre métier, toi tu arrives pour financer cette croissance. C'est quoi un petit peu les... combien vous investissez, c'est quoi un peu les valos plus ou moins à ces montants-là? Tu disais aussi que vous êtes assez difficile sur les chiffres parce que, entre guillemets, pour gagner de l'argent, faut que tu achètes bien. C'est quoi un petit peu les chiffres au niveau de cette thèse d'investissement? Les chiffres, si tu veux, c'est simple. Nous, déjà, on investit des tickets. Ce genre de société, je me suis rendu compte, ça ne servait à rien de leur mettre 10 millions. Parce que finalement, quand tu fais 2 millions, 10 millions, et puis tu as même plein d'entrepreneurs qui disent, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent tout de suite? Tu retombes dans les problèmes que tu décrivais avant. Il ne faut pas leur donner ces problèmes-là d'avoir trop d'argent alors qu'ils ont strappé leur boîte. Alors là, je fais un petit caveat. Je pense que c'est ce que je dis est d'autant plus vrai dans le B2B que dans le B2C. Pourquoi? Parce que dans le B2C, l'idée, c'est de se faire connaître du grand public. Derrière, c'est du média. Tu dois dépenser des fortunes. Donc là, je mets un petit caveat en disant, attention, le B2C. C'est pour ça que moi, j'ai fait quasiment pas d'investissement B2C. C'est notre façon de les gérer. Et là, effectivement, le VC peut être game changer. Mais on voit aujourd'hui les nouveaux modèles avec les émissions là, Qui veut être mon associé ou autre, ou une exposition média, tout de suite te propulse au grand public et très vite, tu peux commencer à vendre. Et le meilleur financier d'une boîte, ça restera toujours les clients. Donc, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent en acquisition, quand tu es en B2C, ça coûte très cher. Il faut dépenser tous les jours, se faire connaître sur tous les canaux. Et en plus, il faut répéter l'histoire. Donc, c'est sûr que ça consomme beaucoup quand on fait du B2C. Maintenant, quand on fait du B2B, si on connaît bien son marché et qu'on a formulé un produit qui correspond aux attentes du marché parce qu'on vient de ce marché-là, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que déjà, on a son propre réseau, on va le voir par le bouche à oreille, on est capable de convaincre et de donner une certaine crédibilité. On a soi-même une crédibilité qu'on transfère à son produit et à sa société. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'anticiper. On commence à avoir plusieurs clients, il faut du support client. Avoir un bon support client, c'est de l'anti-churn. Donc déjà, plutôt que de dépenser pour acquérir un nouveau client, déjà, essayons de dépenser moins pour les retenir. Tu as l'impression que, pardon, mais quand tu arrives dans ce type de taille, de boîte et d'étapes, est-ce que tu te rends compte que le churn, c'est un endroit où toi, tu arrives à tout de suite influencer et dire, OK, là, vous n'avez pas assez investi dans votre CSM, etc. Et c'est un des points d'amélioration, un des piliers? Ou est-ce qu'en général, quand ils arrivent à cette taille... Moi, je pense que dans ces phases-là, ce qui est le plus important, c'est les clients. Et faire parler les clients, c'est ta source de progrès. Donc, un client qui churn, c'est hyper important de comprendre pourquoi il a churné. Est-ce que c'est une question de prix? C'est trop cher pour le service que tu me rends? Est-ce que le produit n'est pas pratique? L'UX n'est pas bonne? Est trop contraignante? Mais c'est hyper important. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut
faut pas avoir d'argent dans les premières années. C'est ça, quand je dis débugger son produit, c'est d'avoir le retour du marché et d'être très proche de ses clients parce que c'est tes sources d'amélioration future. Et quand tu as des clients qui churn et que tu en as un ou deux qui te disent, qui ont l'honnêteté et le courage de te dire pourquoi ils ont sorti, et ben, tu as énormément d'apprentissage. Et le fait de réingénierer ces retours te permet d'asservir ta roadmap et plutôt que de lancer une nouvelle feature qui va noyer le client dans un truc qui n'est pas clair, déjà corrige le tir parce que un client qui reste, surtout quand tu as des revenus récurrents, versus dépenser de l'argent avec un coût d'acquisition de tes clients, je peux te dire que c'est hyper rentable. Donc, d'avoir des clients satisfaits, c'est la base, parce qu'un client satisfait, il va en parler autour de lui. C'est des portes d'entrée pour des références de nouveaux prospects qui vont vouloir dire est-ce que je peux m'appeler, qu'est-ce que tu as fait avec, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, etc. Un client qui est content, t'es 10 clients peut-être de gagner. En tout cas, c'est sûr, un client qui est pas content, c'est 10 clients de perdus. Ouais. Donc déjà, tu fais vite le sujet. Donc ça peut être, tu peux éviter une hémorragie en tenant. Et deux, aujourd'hui, ce qui est important, le marché qui est difficile, c'est ce qu'on appelle le NRR. C'est NRR. C'est les revenus. C'est le net recurring, retention recurring. Okay. Et donc, c'est ce que tu arrives. C'est plus tu fidélises tes clients, plus tes clients upsell, plus ensuite tu rajoutes des nouveaux clients. Tu as une courbe qui va être très vertueuse pour aller atteindre ce qu'on appelle la fameuse rule of 40 de croissance et d'atteindre de la rentabilité. Donc, en fait, ce qui est primordial pour tout entrepreneur, c'est d'être proche de son marché, proche de ses clients. C'est les sources de progrès, c'est comprendre ce qui marche pas, avant d'en rajouter, déjà de comprendre ça. Et une fois qu'on a bien stabilisé, on devient référent et que on dise ouais, c'est des gens fiables, ça doit être une start-up, ils sont sérieux, c'est fiable, ce qu'ils disent, ils le font, et il y a un super support, et derrière, tu peux commencer à investir du marketing, aller chercher de nouveaux clients et commencer à tester des nouveaux canaux d'acquisition sur la base de tes testimonials. Et puis derrière, tu te dis, oui, maintenant, il va falloir que je réfléchisse à développer plus de features, d'améliorer mon produit. Pourquoi ? Parce qu'une boîte tech, il ne faut pas croire que j'ai un produit, il est sexy, et puis c'est bon, c'est fait. Non, une boîte tech qui n'investit pas, c'est une boîte qui recule. Et ça, moi, tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés qui ont voulu croire qu'il fallait un petit moment s'arrêter en disant ouais, c'est bien, on n'est jamais bien. Il faut toujours être en investissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles plateformes qui arrivent, il y a des nouveaux langages qui arrivent. On a codé une plateforme pour servir 20 clients. Demain, on va servir 100 clients, des filiales, des groupes. On arrive avec des problématiques, on a des partenaires revendeurs, on doit mettre de nouvelles interfaces pour faire de la maintenance, etc. etc. Donc derrière, on fait évoluer le produit. Il y a un moment, il faut faire des choix d'architecture. Il y a l'IA qui arrive. Comment je mets l'IA, à quel niveau, comment je contrôle ce qu'elle fait, comment je rassure les clients, etc. etc. Donc en fait, un produit est constamment en évolution. Moi, j'ai plein de dirigeants qui me disent non, il faut encore que j'investisse, là, je ne peux pas commercialiser les produits. Je dis non, mais commercialise le produit, écoute les feedbacks. Ouais. Et ensuite, tu vas asservir ta roadmap. Et derrière, il faut toujours que tu aies une vision marché pour que tu dises, voilà, j'ai la vision à 2-3 ans, mais j'ai aussi la capacité d'exécuter et de corriger à 6 mois. Voilà, il faut avoir tout le temps les deux, c'est pas évident, mais il faut avoir les deux pour avoir une bonne colonne vertébrale. Et une fois qu'on a cette bonne colonne vertébrale, là, après, on n'a pas forcément besoin de lever beaucoup. Mais on a besoin effectivement de staffer, d'anticiper, de dire, voilà, il faut que je dédoublonne mes équipes commerciales, il faut que je rajoute du marketing, il faut que je rajoute de la com. Et donc, après, je rentre dans une boîte où c'était une petite famille, 5, 10, 15 personnes, c'est un peu friends and family, hein, l'ambiance. Je dois structurer, je dois mettre en place progressivement un middle management. Je ne peux plus avoir tout le monde en reporting direct, donc il faut que je crée des strates intermédiaires. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est juste des questions d'efficacité. Chacun se concentre sur ce qu'il sait faire. Voilà. Ça, c'est très dur en général pour le dirigeant, parce que la personne qui est capable de passer de lui tout seul dans son garage avec ses associés à 15 personnes, ou celui qui peut passer de 15 à 50, souvent c'est pas la même personne, c'est pas le même profil, c'est pas le même cerveau. Comment tu aides ? Alors ça, c'est un petit peu la pochette de surprise, c'est-à-dire que nous, au moment où on investit, souvent les boîtes elles ont 15-20 personnes. Ouais, okay. Et en fait, on investit et c'est là où on voit les gens se révéler. C'est-à-dire on voit des gens qui ont pu, pareil, tu parlais de MyTower, on a vu des gens passer de 30 à 200 personnes. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et ils ont évolué, ils ont su changer leur posture de dirigeant. Exactement, parce que sinon, ils n'y seraient pas arrivés. Mais il y a des gens chez qui ils n'aiment pas. Il y a souvent des personnes qui ont une vision très com ou très produit. Et ça ne les passionne pas de gérer et de manager des ressources. Il y a des personnes qui aiment bien être très proches du terrain. Et dès qu'on commence à structurer, forcément, on s'éloigne un peu du terrain. Et je ne dis pas qu'ils pètent les plombs, mais ils perdent un peu pied. Mais est-ce que ça, c'est éliminatoire ? Ou est-ce qu'il n'y a pas la solution de prendre un DG ou quelqu'un
Alors, c'est éliminatoire, c'est toujours une discussion. C'est-à-dire que soit nous, avec l'expérience, on se rend compte que quelqu'un, ça risque d'être limité et on n'y va pas, même si sur la table tout paraît bien, mais on a un gros doute et on préfère ne pas prendre le risque. Une fois qu'on est embarqué dans une aventure, c'est très difficile d'en sortir. Donc, on peut s'arrêter à ce moment-là. Et puis après, c'est une discussion. C'est de dire, bah voilà, on a vu que cette année, ça s'est pas bien passé, il y a des loupés. Comment on voit que ça se passe pas bien quand il y a beaucoup de turnover. Quand il y a beaucoup de turnover, c'est déjà un signal faible qu'il y a un truc qui tourne pas. Donc, on dépense de l'argent pour faire venir du monde, on débauche des personnes, on les paye quand même relativement souvent cher pour les débaucher. Et les gens qui restent pas, on se dit, oula, ça peut aller. 2, 3, 4, là on commence à avoir, attention, là il y a un petit problème de management. Ensuite, il y a des personnes qui écoutent. Ils disent, oui, effectivement, je me rends compte, je suis pas à l'aise, donc la solution, c'est peut-être je recrute quelqu'un. D'autres qui ont l'intelligence de se dire, bah moi, ça me passionne plus, je vais me mettre de côté, je préfère rester chairman non exécutif ou je vais peut-être sortir de l'aventure parce que effectivement, je m'aperçois que je suis plus trop à ma place, mais par contre, je garde de l'intérêt, je garde mes actions, j'ai envie de faire partie de cette aventure, mais j'ai l'intelligence de reconnaître que je suis peut-être pas la personne la mieux pour le prochain, pour les 2-3 prochaines années. Donc ça, après, c'est humain et c'est un peu ce qu'on achète chez l'investisseur, c'est cette capacité à détecter un peu le profil psychologique des personnes chez qui on investit. Ça dépend aussi de l'équipe. Investir sur une seule personne, c'est un gros risque. Investir sur une équipe de 2 ou 3 fondateurs, fondatrices, ça permet aussi de diluer un peu ce risque-là. Ça permet aussi d'avoir des gens qui discutent entre eux. Ça évite d'être seul parce qu'un dirigeant, une dirigeante seule, on ne peut pas imaginer comment ils sont isolés. Parce qu'on a des choix à faire tous les jours sur le produit, on a des choix à faire sur les clients, on a des litiges, on a des employés à gérer. À un moment, on est pris par des doutes, on sait combien il reste sur le compte en banque, on sait... voilà. Et donc, derrière... il n'y a pas beaucoup d'échappatoires ou de moments où on peut être en... comment on va se déstresser, d'en parler à quelqu'un. Donc, il y a des coachs pour entrepreneurs. Prise de recul, tu veux dire, peut-être. Et prise de recul, partager des difficultés, trouver des solutions. Donc, c'est sûr, quand on a des salariés qui ne se sentent pas suffisamment concernés par l'entreprise, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un salaire, etc. Alors que, de l'autre côté, pour qu'ils aient des salaires, faut trouver des clients, faut trouver des clients, faut faire avancer le produit, faut que la banque, elle vous suive. Bon, c'est la quadrature du cercle. Des fois, il y a besoin de décompresser, il y a besoin d'en parler, il y a besoin de trouver des solutions. Et il faut trouver des personnes qui acceptent de jouer le jeu et de se mettre à la place. Donc, il y a beaucoup de cercles de dirigeants qui échangent entre eux, des best practices, il y a des coachs pour entrepreneurs qui aident. Et il faut aussi en parler avec les investisseurs, parce que les investisseurs, avec l'expérience qu'on a, on peut lui dire, ça, on le gère de telle manière. Là, il faut que tu renforces à tel endroit. Là, prends du recul là-dessus. C'est ça que vous... Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. Ça se gère avec le temps. Donc, il va falloir que tu sois attentif. Voilà. Et c'est l'expérience, c'est ce que vous apportez. Surtout que, comme tu dis, tes investisseurs, c'est aussi des entrepreneurs à succès. Donc, en fait, quand tu vas investir dans une boîte, j'imagine que l'entrepreneur est aussi content parce qu'il a ce support, cette expérience. C'est ça aussi que je pense c'est comme ça qu'il vous choisit. Après, dis-moi ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui a réussi à passer de 1 à 15 en termes d'équipe, en termes de chiffre d'affaires, etc., je pense vraiment que, tu me diras ton expérience, mais que c'est vraiment pas la même personne qui va passer de 15 à 200, ou que souvent, c'est pas ce qu'il a envie ou ce qu'il sait faire. Est-ce que toi, tu vois comme avec ton fonds comme tiens, ça peut être une bonne idée de prendre ces boîtes et leur ramener le DG, quelqu'un qui a fait déjà ça 2-3 fois, et tu le mets au-dessus, et lui il gère ce qu'il sait faire, qui est le produit, la com, les équipes, mais il a quelqu'un qui sait structurer. Alors, ou est-ce que c'est pas... moi, personnellement, je trouve que je suis pas convaincu de cette approche. J'ai co-investi avec des fonds américains qui, eux, nous expliquaient tu fais une série A, t'as le CEO qui a fait qui sait faire la série A et après. À la série B, on change de CEO. Pourquoi? L'approche du risque étant différente, on veut des gens qui ont réussi l'étape de je passe de 15 à 50, de 50 à 100, etc. Et moi, j'ai jamais vraiment cru. Et là, encore une fois, je pense que c'est une différence culturelle. Moi, je me dis, on part du principe que l'être humain qui est à l'origine de l'idée, tant qu'il n'a pas montré ses limites, c'est la personne qui doit être en place, puisque c'est la personne qui a la vision, qui a eu la vision sur le marché, qui a la vision et visibilité sur le produit, et qui arrive à faire la synthèse, et qui ensuite, qui doit, quand je dis faire la synthèse, c'est de dire... je vais emmener des personnes dans mon aventure, je vais leur faire partager cette vision et ils vont la partager sous l'angle développement produit, sous l'angle marketing, sous l'angle commercial. Donc, tant que tu n'as pas montré tes limites, tu es légitime quelque part. Maintenant, si tu atteins une limite ou que à un moment, il y a une année qui se passe moins bien et que tu n'arrives pas à aller emmener la balle un peu plus loin, là, la question, elle se pose.
Et là, la question, elle se pose de dire comment on traite le point. Est-ce que la personne est dans le déni? Est-ce que c'est toujours de la faute des autres, hein? C'est humain, hein, de dire que là, ça n'a pas marché, ça la dépend. Faute Les bons humains, les bons entrepreneurs, ouais, en mais général, ils je sont pense que plutôt dans l'ouverture. Ouais, mais quand tu as la pression de se dire j'ai levé, j'ai la pression sociale, c'est moi qui suis l'originaire du sujet, tu vas toujours te dire que j'ai pas eu recruté les bonnes personnes, que j'ai pas eu les bons montants. Enfin, c'est tellement facile de se dédouaner sur le reste. La vérité, c'est que personne t'a obligé à entreprendre et que quoi qu'il arrive, tu seras toujours, en tant que fondateur de ton activité, la personne qui est responsable en dernier recours. Que ça soit vis-à-vis de tes investisseurs, de tes collaborateurs, de tes associés, de la banque, etc., et de tes clients. Donc voilà. Mais donc, moi, je pars du principe que c'est à nous de jauger si la personne a la capacité de se projeter, de voir comment elle se projette, et est-ce que c'est la personne qui pourra amener cette boîte le plus loin possible. Ou pas. Voilà. Et donc moi, avec Réflexion Capital, je me suis dit, souvent, on oblige les entrepreneurs à vendre leur boîte au bout de 5 ans alors qu'ils n'ont pas réussi à démontrer. Eux, il y a une perte de chance en capital. Ils avaient signé un pacte d'actionnaires, donc on doit trouver une liquidité. Et je me suis dit, parce qu'ils n'ont pas pris le chemin de la rentabilité, et parce que la rentabilité, c'est quand même une vertu, à Meurthe, cette vertu d'amener une vraie colonne vertébrale à ces sociétés-là, bah, je me dis, finalement, ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas montré leurs limites, pourquoi les obliger à vendre leur boîte? Donc c'est pour ça qu'une des questions que je n'ai pas répondu, que tu m'as posée tout à l'heure, nous, on ne vise pas forcément un M&A à 5 ans. Mais en les prenant un petit peu plus matures, en fait, on a déjà plus de chances de les sortir avec un multiple. Et deux, on peut surtout leur dire, bah, écoutez, regardez le LBO. Le LBO, c'est de se racheter à soi-même. Vous nous trouvez une liquidité. Au passage, vous pouvez prendre un peu de cash out, vous aussi, et sécuriser une partie de vos patrimoines. Et si vous en avez encore sous le pied, si vous avez encore une vision de ce marché sur lequel vous pouvez aller encore plus loin, eh ben, allez-y avec des fonds plus gros que nous qui vont prendre le relais. Donc, c'est ce qu'on a fait récemment avec Mike Tower. Et donc, effectivement, on se dit, on est la bonne courroie de transmission pour ces entrepreneurs où on va les prendre autour de 2 millions par valeur inférieure et on va les emmener à 10, 15 millions, voire plus. On a une boîte qui a passé les 30 millions. De CA ou de valeur de CA. Okay. De CA. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà le setup de base. On se dit, il manquait quelque chose sur le marché. Enfin, moi, quand j'ai lancé, je me suis dit, il manque un truc sur le marché. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent ce point de vue-là. Et aujourd'hui, la seule offre qu'ils ont, c'est du VC. Alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément envie de dire qu'ils vont faire une licorne, que tout ça, ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais ils se disent, c'est pas mon quotidien, moi je suis pragmatique. Ouais. Aujourd'hui, je peux emmener une boîte à 1 milliard, mais pour l'instant, il faut déjà que je l'emmène à 2, 3, 4 millions. Ouais. Et puis ensuite, je vais voir où c'est que je peux l'emmener. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir des relais de croissance et de les financer. Et donc, il faut que je trouve le partenaire qui comprenne ça. J'ai pas envie de me diluer ad vitam aeternam. J'ai envie de constituer un patrimoine. J'ai envie, et voilà, et je veux faire quelque chose de valorisable. Pour répondre à ta question sur les valos, oui. Moi, je vois que de toute façon, si tu achètes une boîte, quand nous on la finance, si tu la payes 30 millions ou que tu as un prix de revient à 30 millions, bah déjà, par rapport à ce qu'on s'est dit sur la Gaussienne et autres, bah, ton espérance de faire un multiple, elle commence à fondre comme neige au soleil. Donc, effectivement, il faut que tu aies un prix de revient qui soit bien inférieur à ça pour au moins viser un x2, voire un x3. Donc, nous, effectivement, on est mesuré dans la mesure où on a un ticket d'investissement qui est entre 2 millions et 5 millions. Pour des sociétés qui font pareil entre 2 et 5 ou 2 et 7 millions par exemple, et sur lesquelles on a une espérance de les emmener à beaucoup plus que ça, à x4, x5 de cette taille, en 5 ans, avec les moyens que je t'ai décrits. Et il faut que là-dessus, on vise un multiple de l'ordre de x3 minimum. Donc on ne s'interdit pas de faire plus, mais on veut éviter de faire moins. Donc en fait, en ayant cette vision du risque mesuré, bah, ce n'est pas pour autant que c'est moins d'ambition, mais c'est l'assurance de maximiser ta performance. Et de dire, moi je préfère avoir 9 boîtes dans mon portefeuille sur 10 qui contribuent à la performance et qui soient toutes autour de x3 en moyenne, et mes investisseurs seront très contents, plutôt que d'essayer de tout miser sur une et les 3/4 ou 80-90% que ça aille nulle part. Voilà, donc ça, c'est un choix personnel. Et j'ai envie de me lever tous les jours pour être avec des entrepreneurs qui écoutent, qui ont envie d'avancer, qui partagent leurs doutes, qui vont chercher de la réassurance, qui vont chercher de l'aide pour anticiper le prochain virage et d'être sur des rythmes de croissance soutenus et de comprendre qu'à un moment, un deal, il faut l'optimiser. Et on l'optimise en essayant de maximiser la croissance et à d'autres moments, en maximisant la rentabilité. Et si pour y arriver, c'est de la croissance interne, très bien. Si pour y arriver, c'est de la croissance externe, très bien. Si c'est un mix des deux, très bien aussi. Mais derrière, est-ce qu'on a bien les moyens de cette ambition? Et est-ce qu'avec ces moyens-là, on est capable d'afficher quelque chose qui permet de réaliser une performance financière dans un marché qui est celui marché français européen, du small cap, et qui, il y a peu de chances qu'on arrive à vendre plus de 100 millions. Et donc pour ça, si je comprends bien, des tickets entre 2 et 5 millions, ça fait des valos à quoi? Entre 5 et 15?
Exactement. Grosso modo, faut pas être dans des post-monnaies au-delà de 15. Parce que derrière, après, on se rend compte que la statistique fait que l'espérance de gain, plus tu vas être au-dessus de 15, plus ton espérance de multiple, elle va se réduire. Et donc, déjà, faire x5, ça paraît compliqué. Et après, tout va reposer sur l'exécution. Et chaque euro tu vas devoir être derrière chaque euro pour que chaque euro en rapporte plus qu'un, quoi. Ok, et en termes de prise de participation, j'imagine que les fondateurs, les associés restent toujours majoritaires. Ouais. Je pense que pour moi, c'est fondamental que l'équipe fondatrice reste majoritaire. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est une question de motivation. Bien sûr. C'est aussi laisser de la place pour pouvoir accueillir un fonds. Une boîte qui pousse très fort peut être amenée à relever au bout de 2 ans. Et tant mieux, c'est plutôt un bon signe. Avec nous et avec des tiers. Et donc, il faut laisser de la place pour que d'autres fonds puissent arriver. Et que leur motivation, elle passe par le patrimoine qu'elles vont développer. Bien Donc, sûr. si déjà à la sortie d'une série A ou de l'équivalent série A, l'équipe fondatrice est déjà minoritaire, ça veut dire que quelque part, s'il faut relever, ils vont peut-être pas vouloir relever parce qu'ils vont encore plus se diluer. Donc, ils risquent de se limiter dans leur ambition pour essayer de défendre leur patrimoine. Ils risquent de rater le sujet par le mauvais côté de la lorgnette. Donc, c'est hyper important de se dire, écoutez, il y a déjà un droit à l'erreur qu'on pourra rectifier le moment venu. 2, on peut laisser de la place pour aller relever dans les 18-24 mois si la boîte elle est sur des croissances soutenues pour éviter de caper une croissance. On peut relever pour faire une croissance externe. Si on s'aperçoit qu'il y a une superbe opportunité d'ouvrir un pays, d'aller sur une croissance externe, il faut être en capacité de le faire. Et puis, ça permet nous aussi de peut-être pas forcément mettre tous nos tickets tout de suite parce que on a peut-être identifié un risque, on a besoin de savoir si la personne va être capable de passer outre ce risque ou de réduire ce risque à 0. Et donc, si on est rassuré, on peut être amené à mettre un complément de prix. Voilà, donc tout ça, c'est des choses et on s'adapte à chaque cas de figure. Et en moyenne, du coup, si je comprends bien, environ un tiers. Vous prenez environ un tiers de la boîte Moi, je prends pas moins de 15%. Ok. Et je prends rarement plus de 35%. Ok. Voilà, donc je trouve que c'est le bon équilibre. Et c'est le bon équilibre entre la valeur qu'on apporte, donc déjà matériellement le cash, le niveau de maturité de ces boîtes et le risque qui reste encore inhérent à ces boîtes. Et derrière, ce que je dis tout à l'heure, c'est de laisser de la place pour d'autres, pour refinancer. L'alignement des incentives avec les associés qui ont encore plus de motivation que toi à se développer et créer un patrimoine et pas juste se payer. Et alors ça, c'est un point qui est important parce que dans le mode venture, on mettait beaucoup en place des BSPCE. Le problème des BSPCE, si tu veux, c'est que si tu rentres sur une valo très chère, le BSPCE s'exerce sur cette valo-là. Et donc, en fait, les BSPCE sont souvent pas suffisamment valorisés par les dirigeants de start-up parce qu'ils se disent, moi, mon intérêt, c'est moins de me diluer, donc de faire rentrer le maximum d'argent sur la valo la plus élevée. Et puis, si j'ai des BSPCE, tant mieux. Mais si j'en ai pas, de toute façon, j'ai conscience quand même que la barre est assez haute. Alors que si on est rationnel sur la valorisation d'entrée d'un investisseur, on peut mettre en place ce qu'on fait dans le LBO, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un man-pack. Et un man-pack, c'est de dire, moi, si je fais ma perf, et pour que je fasse ma perf, il faut que la valeur soit la plus basse possible, j'ai aucun sujet à te rétrocéder une partie de ma perf. Tu peux expliquer un man-pack ? Un man-pack, c'est de dire... j'ai un engagement de te céder des titres ou de t'émettre des titres à mon prix d'entrée qui doit être le plus bas possible. Et derrière, 6 mois à 5 ans, je fais, 3x. Et toute la partie qui est au-dessus de 3x, je t'en reverse une partie. Et plus si, finalement, je fais 10x, j'aurais créé beaucoup de valeur. Ça veut dire que vous aurez été super performant. Ça veut dire aussi que je vous ai peut-être pas assez bien pricé à l'entrée. Et donc, plus je vais faire un multiple important, plus une partie de ma plus-value, je vais vous la rétrocéder. Okay. Et donc, ça aligne les intérêts. Ça veut dire que... oui, parce que quand tu fais rentrer quelqu'un à ton capital, tu peux avoir l'impression de t'être fait avoir et de dire, voilà, j'ai peut-être pas assez bien pricé, ils sont rentrés vraiment à un bon prix. Mal, et tu peux être un peu frustré de se dire, mince, comment je vais me refaire dans cette histoire j'ai peut-être créé beaucoup de valeur, on n'en sait rien. Donc, en fait, on va pas payer pour voir. Il y a du variable. Donc, il y a du variable Et donc, il y a du variable sur l'equity. Okay. Très intéressant. Et c'est hyper important de se dire, écoute, gagnant. On n'est pas là pour faire un mauvais deal. Toi, tu as besoin de cash. Il faut qu'on trouve un moyen de se rassurer sur la prise de risque qu'on prend. Et derrière, si vraiment tu es hyper successful et que ça se traduit par un super gros multiple, dans ce cas-là, je te rétrocède une grosse partie de ma plus-value. Et comme ça, moi, je serais content. Toi, tu es motivé. Si tu as l'impression d'en avoir laissé sur la table à l'entrée, au moment de notre entrée, tu en récupéreras une partie. Et plus le multiple sera important pour nous, plus tu vas en récupérer une grosse partie. Moi, je voudrais savoir,
Comment tu trouves ton deal flow? Comment tu génères ton deal flow? Comment tu trouves les deals? Je voudrais qu'on parle, donc on donne un exemple, par exemple avec MyTower, un peu l'histoire de A à Z en résumé. Oui. Une question qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir pourquoi avoir des événements de liquidité à 4-5 ans, quand tu vois que tu fais 37% de croissance, pourquoi pas continuer? Ça, tu pourras me répondre. Et j'aimerais bien qu'on passe au moins 20 minutes sur les 30 qui nous restent, sur l'IA, comment toi ça va, comment ça change ta thèse d'investissement, etc. Et conclure un petit peu sur l'avenir de Réflexion Capital et le comptoir du private equity. Oui. Donc on a beaucoup parlé, il nous reste quelques sujets. On peut commencer par ton deal flow. Comment tu trouves ces entreprises dans lesquelles tu vas investir? Alors, on a grosso modo 3 sources. Et la source la plus importante pour moi, c'est notre réseau qu'on a réussi à construire depuis que moi je fais ce métier, donc une vingtaine d'années bientôt. Ça, pour moi, c'est les meilleurs deals. Pourquoi? Parce que on a un positionnement particulier. Au début, les gens, il y avait quasiment pas de fonds qui avaient notre positionnement. Et donc, c'était important par notre réseau de se dire, tiens, j'ai vu une boîte qui correspond, ou du moins les entrepreneurs ont le mindset que tu décris. Et donc, ça nous permet de faire ressortir des boîtes et de les amener très vite vers nous. Et est-ce que, par exemple, c'est toi qui outreach, toi qui vas leur parler en disant, voici notre thèse, le jour où vous voulez lever, ou est-ce que il y a en général des demandes de lever, on dit, OK, celui-là, il est en train de lever, viens nous voir? Alors, il y a à peu près tous les cas de figure. Je m'exprime. Donc, moi, quand j'ai lancé Réflexion Capital, je suis allé voir tous mes amis banquiers d'affaires, je suis allé voir tous les avocats, les cabinets d'expertise comptable, tous ceux qui sont en lien avec l'entrepreneuriat ou des entrepreneurs, des leveurs de fonds, des avocats, des experts comptables, etc. Et je leur ai expliqué ce que j'allais faire. Et donc, déjà, ça permet d'avoir tous ces gens qui sont en contact de clients potentiels ou de prospects pour nous, de leur dire, tiens, il y a une nouvelle solution qui existe et on a compris quel type d'entrepreneur, quel type de boîte. Et donc, effectivement, c'est intéressant. J'ai plein de banquiers d'affaires qui m'ont dit, ce que tu vas faire, moi, j'ai plein de mandats de ces boîtes, mais aujourd'hui, je ne sais pas prendre un mandat sur ces boîtes-là, ni de levée de fonds, ni de M&A, parce que pour moi, elles ont un peu le cul entre deux chaises. Ouais. C'est-à-dire, elles ne sont pas dans les fourches codines du VC, et de l'autre côté, elles ne sont pas assez grosses pour faire du small cap LBO. Donc, et on ne sait pas trop. Et donc, c'est élégant en tant que banquier d'affaires de se dire, nous, on ne pourra pas le mandat. Mais par contre, vous devriez aller voir ce fonds qui existe, Réflexion Capital, parce que je pense que ça, quand j'écoute comment vous voyez la gestion de votre boîte, comment je vois votre ambition, je pense qu'il peut y avoir un match avec vous. Donc déjà, c'est un premier sujet. 2, les meilleures boîtes aussi, ce sont celles qu'on va chercher. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher des plays sectoriels, de se dire, tiens, il y a des secteurs qui ne sont pas encore digitalisés, tiens, d'aller au contact, de générer. Donc là, c'est pareil, c'est à la fois par le réseau, c'est à la fois en communiquant sur Internet, c'est en travaillant sur des bases de données, se cultiver, c'est-à-dire, faut lire beaucoup, faut être abonné à tout un tas de newsletters. Alors, tu as Safe News, mais Safe News, on parlait des deals qui ont été faits ou qui viennent d'être cédés. Là, tu dois les prendre un peu en amont. Donc, c'est hyper important de faire de la veille, de s'inscrire, d'être curieux, de regarder tout ce qui se fait partout et de surveiller tout ça. Et à un moment, de se dire, tiens, là, je vois un truc intéressant, je vois une interview intéressante, tiens, je vois qu'il y a des choses qui se passent dans ce marché, tiens, on parle de telle boîte, et d'aller au contact. Et donc, finalement, ça demande un gros effort. Mais quand on aime et qu'on est passionné, finalement, tous les jours, on a de l'info qui tombe, tous les jours, on faut rebondir et il faut nurturer tout ça et de se dire, tiens, je surveille, j'écoute, j'engage et puis je vois. Ça, je pense, pour moi, c'est très chronophage, mais c'est peut-être la meilleure manière d'avoir son deal flow un peu propriétaire. Ensuite, il y a effectivement tout l'écosystème des banques d'affaires. Sachant que quand on te présente un deal, on te le présente aussi à tous tes confrères, tu vas être mis en concurrence, donc c'est très bien, c'est des fois des très beaux deals, mais c'est des deals que tu risques de payer beaucoup plus cher que ceux que tu vas essayer de sourcer en direct. Voilà. Et puis le dernier point, ça va être tous les deals qui arrivent naturellement en direct. Okay. C'est-à-dire des gens qui cherchent des investisseurs, on est référencé dans plein de bases de données, ils tentent leur chance, donc là, tu as un peu tout et n'importe quoi. Donc comme nous on était early stage, quand on donnait du VC, on a reçu beaucoup de boîtes qui se créaient, des boîtes très seed qui tentent le coup. Et donc, nous, c'est beaucoup de déchets. Mais des fois, on voit passer des trucs intéressants et on se dit, tiens, pourquoi pas? Celle-là, on la regarde, on va rester à l'écoute. Elle est peut-être un peu trop jeune, mais on aime bien ce qu'elle fait. On trouve qu'il y a un truc intéressant. Et on nurture. Et là, on a à peu près une trentaine de boîtes qu'on nurture depuis 4-5 ans, sur lesquelles, finalement, l'équipe dirigeante ne veut pas forcément lever, arrive à des boîtes qu'on conseille, des boîtes à qui on dit, tiens, vous devriez regarder une croissance externe, vous devriez regarder, tiens, là, il se passe quelque chose dans votre marché, qu'est-ce que vous en pensez? Super. Vous en êtes où? Voilà. Et ça, on le fait aussi. Voilà. Avec ton fameux CRM custom.
Oui, alors on a développé, effectivement, on a pris un CRM custom qu'on a enrichi, puis là on est en train de développer nos propres outils pour justement aller plus loin dans le sourcing, plus loin dans l'analyse, l'automatisation de l'analyse, pour éviter de perdre du temps et puis éviter de payer des juniors à remplir des bases de données, des CRM toute la journée sans avoir trop de valeur ajoutée. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de faire du deep diving sur des boîtes, d'essayer de comprendre et d'aller au contact et chercher ces boîtes-là et de les étudier à fond plutôt que de remplir des bases de données. Donc, on essaie d'automatiser toute cette partie-là. Et quand tu dis on, justement, rapidement, c'est quoi l'équipe aujourd'hui Réflexion Capital? Alors, l'équipe aujourd'hui sur Réflexion Capital, sur notre positionnement en dehors du comptoir du private equity, on est 4 personnes. Yvan Michal qui m'avait rejoint 2 ans après avoir lancé le fonds et qui lui venait du VC côté New Fund. Voilà, on a Jean Bertin qui nous a rejoint et qui lui qui venait du côté FinTech, InsurTech, qui était passé par le fonds Growth de Blackfin et qui a participé à la levée du fonds Growth de Blackfin. Et puis on a Sarah Chiboud qui nous a rejoint l'année dernière après une expérience chez Capza et Move Capital et qui a fait un peu cette synthèse du early growth côté VC, côté growth LBO et qui permet de faire un peu la synthèse, correspond à la synthèse de notre positionnement, puisqu'on vient historiquement du VC et on est mi-chemin entre le VC et le early growth, le growth equity, façon LBO rentable. Voilà. Justement, comme je te disais tout à l'heure, que je t'ai trouvé en cherchant des opérations private equity et au final, tu es un petit peu dans ce... Toi aussi, tu es le cul entre deux chaises, comme tu disais, les investisseurs. Mais c'est hyper intéressant comme positionnement. J'aime bien que c'est comme ça que tu te décris en mode il y avait vraiment un besoin et tu as créé ce produit sur cette niche. Donc si je comprends bien, ton job c'est beaucoup de networking, de rencontrer des gens, de prise d'informations, d'être au courant de tout. Ok, c'est mon job de rêve, parfait. On a prévu de parler de un investissement en particulier pour un petit peu faire, moi j'aimerais bien faire le 360 de A à Z. Par exemple MyTower, comment tu l'as trouvé, comment ça a commencé, comment ça s'est passé, c'est je crois 5 ans que vous êtes resté dedans. Et la question subsidiaire c'est pourquoi c'est important pour vous d'avoir des événements de liquidité et de vendre quand potentiellement, quand je vois la croissance, ça pourrait continuer. Qu'est-ce qui fait que vous dites, il y a la mode par exemple des holdco, des choses comme ça qui vendent jamais. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie? Oui, très bien. Écoute, MyTower, donc c'est un investissement qui a été fait par un copain dans le réseau qui est en lien avec une banque d'affaires. On avait un groupe industriel qui avait été mandaté, qui avait mandaté une banque d'affaires pour être cédé. Et dans ce groupe industriel, il y avait une filiale qui était éditeur de logiciels. Et donc l'acheteur voulait reprendre toutes les activités services conseil, mais lui ne voulait pas de filiale éditeur de logiciels. Il ne savait pas quoi en faire, c'était pas son rythme, il ne savait pas quoi en faire. Et donc il y avait une opportunité, c'était de détacher ce groupe, cette petite entité de logiciels, et ce petit éditeur de logiciels, pardon, et donc, c'était ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un spin-off. C'est-à-dire qu'on a retiré d'un groupe industriel une société qu'on a rendue autonome. Et donc, tout l'enjeu du sujet, c'était, on est face à une équipe fondatrice de 3 personnes qui étaient à l'intérieur d'un grand groupe, qui ont créé un éditeur de logiciel à l'intérieur d'un grand groupe sur lequel ils ont capitalisé tout leur savoir-faire. Et là, tout le savoir-faire, c'était un savoir-faire dans la supply chain internationale, donc c'est la logistique aéroportuaire, avec toutes les problématiques de droits de douane. Voilà. Donc à l'époque, c'était un sujet. Alors maintenant, tout le monde en parle, mais à l'époque, il y avait à peu près plus de 150 accords de libre-échange entre les pays sur les taxes d'import-export et les accords. Voilà. Donc on est mi-chemin entre l'économie, la diplomatie, les relations historiques, etc. Et ce sont ces accords qui régissent le transport de marchandises partout dans le monde entre 2 pays. Voilà. Et c'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, c'était nécessaire de mettre en place un algorithme qui traduit ces accords de libre-échange pour que n'importe qui souhaite exporter des marchandises vers un pays de destination respecte les droits de douane et paye et s'acquitte des taxes sur les produits par rapport à la législation fiscale en vigueur dans le pays. Voilà, donc aujourd'hui, ça devient une arme économique où on voit bien que Trump règle ses comptes avec la Chine depuis son premier mandat. Ça change tout le temps. Et maintenant, il le fait avec l'Europe, il le fait avec tous les pays du monde. Et on voit vraiment que c'est une façon d'asservir les relations diplomatiques entre les pays pour éviter de se faire la guerre. Mais au final, on fait reculer ou avancer certains pays en acceptant de trader avec certains et pas avec d'autres, ou moins avec d'autres. Bon.
à l'époque, moi, je me suis dit, tiens, c'est super intéressant, ça devient de plus en plus complexe. On passait de, je crois, 120 à 150, voire 180 accords de libre-échange. Donc, on voyait que ça se complexifiait, ça se réglementait de plus en plus. Certains pays voulaient faire reculer les pays à bas coût de main-d'œuvre parce qu'on sait que ça fait travailler des enfants. On sait que les pays à bas coût de main-d'œuvre ont tendance à ne pas respecter les normes environnementales. Et donc, il y avait des pays qui avaient décidé de dire, nous, on veut plus de ces produits-là, on veut plus faire travailler ces pays-là, ou on veut que ces pays rentrent dans le rang. Donc, on met des taux de taxes à 300, 400, 500% pour rendre leurs produits moins attractifs sur notre marché. Et donc, quelque part, ça les fait reculer. Et donc, on a vu que tout devenait complexe, surtout avec le SG qui arrivait, les pays les plus développés ayant les SG en ligne de mire. Eh ben, il fallait plus rajouter de contraintes et ça devient très compliqué d'exporter ou d'importer des marchandises dans ces pays-là. Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et c'était très petit chez eux. Et voilà. Et donc, il fallait rendre autonome une filiale d'un groupe qui avait été monté en entrepreneuriat. Et donc, le risque, c'est de dire, est-ce que ces gens, une fois qu'ils sont plus portés par le groupe, est-ce qu'ils sauront se débrouiller? Donc, il y avait un risque déjà managérial. Mais contrebalancé par des gens qui avaient une certaine expérience, un peu de bouteille, et surtout des gens qui étaient très rationnels et très à l'écoute. Donc, ça nous a beaucoup rassuré pour dire, bah ouais, moi, je vais faire quand même l'investissement. Et puis derrière, tout notre métier, ça a été de dimensionner les fonds pour les rendre autonomes, sachant qu'ils n'étaient pas totalement équilibrés à ce moment-là. Hein, ils consommaient un peu d'argent. Ils avaient encore des développements logiciels à faire, donc il fallait les financer. Et puis ensuite, on les a accompagnés parce que pour les rendre autonomes, il fallait développer leur propre système d'information. On les a mis en relation avec un expert comptable qui les a aidés à reprendre toute la main sur leur comptabilité, tout développer leur propre système d'information, mettre en place le reporting, et ensuite de les accompagner parce qu'ils avaient 2 produits. Sur 2 technologies différentes, il a fallu faire une architecture SaaS, ce qu'on appelle multi-tenant. Donc, il y avait pas mal de développement technique derrière. Et puis, il fallait faire monter une activité commerciale qui était balbutiante, en même temps qu'on avait une autre activité qui, à l'époque, représentait l'essentiel des revenus, mais qui devenait une commodité. On savait que ça allait devenir plus ou moins une commodité, donc on savait qu'on avait un enjeu de développer l'autre produit. Et juste, voilà. Donc il y avait 2 produits, ça faisait déjà du chiffre d'affaires? On n'était pas loin, on devait faire 1,6 million, 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires, donc on n'était pas loin de ce qu'on voulait faire. Et voilà, donc nous, on les accompagnait, et l'idée, ça a été de les accompagner sur tous ces challenges de prise d'autonomie, développer leur propre système d'information, de reporting, et derrière de parfaire leurs produits. Et on savait qu'on avait 18-24 mois où on allait être très attentiste parce que la moindre faute aurait pu nous envoyer dans le mur. Donc, on était encore un peu en mode VC pour les accompagner sur faire en sorte que ces risques identifiés, que le temps qui passe, ça ne devienne plus des risques qui soient réduits à zéro. Et après, se concentrer sur la croissance et optimiser la rentabilité. Voilà. Et donc, on a eu ces phases. On a dû faire des choix sur des produits. On a dû vivre les guerres, la remontée des taux, la récession économique. Donc, comme tous les entrepreneurs et comme tous les investisseurs sur des boîtes petites, oui, on a dû tous les 6 mois faire des sauts de haie pour s'adapter au contexte économique, ralentissement dans les prises de décision des clients, challenger sur les coûts. On a vu des cycles de vente se rallonger. Et en même temps, on avait un produit qui était très bon, avec des gens qui connaissaient parfaitement. Donc, on gagnait face à des Oracle, face à des SAP, parce qu'on est très pertinent. Et les gens, quand tu as une connaissance métier très forte et que tu maîtrises bien le digital, au final, tu es beaucoup plus pertinent que des solutions de marché qui sont très génériques. Et les clients qui veulent des solutions pertinentes, qui vont avoir un ROI impactant sur leur activité, vont faire confiance à ceux qui parlent la même langue qu'eux et qui ont développé le logiciel qui fait vraiment un peu la quadrature du cercle. Donc ça a été le gros levier opérationnel qu'on avait identifié. Et donc voilà. Et donc ça nous a permis de normaliser, d'accompagner des revenus. Alors ils avaient une partie de revenus récurrents, une partie de revenus non récurrents. Ils avaient des licences perpétuelles, des licences récurrentes. Et donc on les a accompagnés pour avoir un business model qui soit le plus récurrent possible de normaliser l'approche parce qu'il y a des clients moyens et grands comptes. Et progressivement, on a été sur du grand compte avec des niveaux d'ARR hyper importants, en centaines de cas euros par client et par an, avec des niveaux d'upsell importants. Et donc, on a travaillé la base d'upsell, on a fait en sorte d'avoir du cross-sell entre les 2 produits. Et donc, on a recruté, on les a aidés à recruter un directeur commercial. On a recruté une personne aussi en charge de l'export et pour commencer à avoir du chiffre d'affaires en dehors de France. Et donc, on a signé des clients au Brésil, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et ça nous a permis de commencer à avoir une ossature internationale, un début d'ossature internationale. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la dernière chose sur laquelle on les a accompagnés, c'est une vraie réflexion stratégique de se dire,
il y avait 4 segments dans la supply chain, on en occupait 2, il y en avait 2 à développer. Donc soit on développait from scratch et on se remettait en EBITDA négatif pour investir, mais ça allait prendre 12, 18, 24 mois pour faire un produit. Soit on partait à screener le marché, de dire sur le marché, qui fait quoi. Donc on a mandaté une banque d'affaires qui s'appelle Merger Cycle, qui était à l'achat, qui a développé un outil d'IA qui permettait de surveiller des secteurs et de faire ressortir dans le monde les boîtes qui travaillent sur les thématiques qui nous intéressaient. Et donc on a identifié 152 sociétés. Sur les 152, on a engagé avec 52 d'entre elles. Et très vite, on a eu de l'intérêt sur 2 sociétés. Et donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant. On voit qu'on revenait à la rentabilité. Comme on empile des revenus récurrents, on avait une très forte visibilité, sachant qu'on perdait aucun client. Donc on avait un net retention rate très élevé. On était quasiment à 130%. On faisait de l'upsell et du cross-sell. Moitié de notre croissance était sur des nouveaux clients, moitié sur les clients existants. Donc, on avait vraiment des métriques très solides. Et donc, on s'est dit, maintenant, le next step, pour continuer sur ce rythme de croissance de 40% de notre ARR, ça passera non pas par de la croissance interne, mais commencer à réfléchir à la croissance externe. Et donc, cette réflexion stratégique est arrivée au bon moment où on a identifié, on a dit, on va pas, c'est make or buy. On a dit, on va pas faire parce que ça a consommé de l'EBITDA. Nous, ça faisait 2 ans et demi qu'on était investisseurs. On s'était plutôt sur rationaliser la croissance et donc faire apparaître la rentabilité et optimiser cette rentabilité en vue de sortir à 2 ans. Et donc, on a dit, on regardons ce qu'on peut acquérir à notre niveau. Et donc, on a engagé avec des sociétés dont on pouvait faire l'acquisition. Et en même temps, on a été courtisé par plein de fonds de growth equity français, anglo-saxons, qui mettent des tickets entre 30 et 50 millions et qui avaient défini qu'il allait se passer une grosse concentration sur ce marché, qui avait identifié notre société comme une société hyper intéressante et qui, depuis 1 an et demi, nous courait après. Nous, on n'était pas encore arrivé à ce qu'on voulait faire en termes de taille, chiffre d'affaires et rentabilité. Donc, on leur a dit, laissez-nous tranquille, on fait notre bonhomme de chemin, laissez-nous aller jusqu'à atteindre notre rentabilité de manière normative, laissez-nous réaliser nos premières acquisitions et on sera ravis de vous présenter un dossier propre qui va se rapprocher des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une grosse partie recurring. Et là, on rentrera dans vos standards, on va se rapprocher d'1 million d'euros d'EBITDA. Et là, on va être dans les standards du small cap equity, growth equity, français, européen, anglo-saxon. Et on va optimiser notre sortie. Voilà. Et il s'avère qu'on avait plusieurs fonds qui nous ont couru après et qui ont voulu lancer un process préemptif. C'est-à-dire qu'à un moment, on discutait avec eux et ils nous ont sorti une offre. Et là, en réaction à cette offre, on a mandaté une banque d'affaires. Donc, ça a été Rothschild. Et vous aviez déjà fait une acquisition externe? Et donc, on était en train on était bien avancé sur une première acquisition, une croissance externe. On regardait la possibilité de la financer à notre niveau. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Mais on avait une deuxième petite acquisition qu'on pouvait faire quasiment aussi à notre niveau. Et on avait une troisième en ligne de mire qui, elle, était aussi grosse que nous. Et là, on savait qu'il fallait un sponsor equity. Donc, on s'est dit, on n'est pas à 6 mois près. Nous, on a atteint la rentabilité. Chaque mois qui passe est un bon mois pour nous. Donc, tant qu'on peut financer nos acquises, on ouvrira le capital quand on verra que la grosse acquise, elle devient obligatoire. Et donc, c'est comme ça qu'on a avancé. La banque d'affaires nous a rassuré sur la capacité à nous autofinancer au niveau des 2 petites acquisitions. Et donc, on les a lancés. On leur a demandé de gérer le process préemptif. Donc, les 3-4 fonds qui voulaient rentrer en préemption, on leur a demandé de les gérer. Et on leur a dit, écoutez, s'ils font une offre intéressante, on va négocier avec eux. Et puis, s'ils ne font pas d'offre intéressante, on lance un process officiel où on va consulter tout le marché en septembre. Voilà. Et donc, on a finalement eu des fonds qui se sont battus et qui ont fait une très belle offre. Et on a décidé d'avancer avec eux. Et ça a accéléré notre calendrier de croissance externe. Et ça a permis de financer et d'avancer le calendrier sur le financement de la grosse acquisition. Et donc, tout le monde y a trouvé son intérêt. Et donc, doublé de taille grâce à cette acquisition qui est en cours d'acheminement, mais qui devrait permettre de faire un ensemble consolidé qui va doubler de taille. Donc, en fait, le fonds qui rentre, il réduit son risque en faisant quasiment x2 de taille très vite. Et donc, le fait de faire un process préemptif était pertinent. Et nous, on n'aurait pas pu la financer. Donc, on aurait à la fois couru un risque, nous, en tant qu'investisseurs, fait courir un risque ainsi à la société, de passer à côté d'une acquise ou de ne pas prendre le momentum qui lui permet de doubler taille et de s'installer définitivement comme un acteur référent au niveau européen et donc avec des ambitions pour le fonds qui est rentré de l'amener à un développement international. Voilà. Ok, et là par exemple, donc ces 2-3 associés qui étaient là tout au début, eux, dans cette énorme croissance, ils continuent, ils partent Non, ils continuent, ils sont même renforcés parce que les résultats sont très bons, ils en ont encore sous le pied et ça fait partie des managers où on aurait pu croire que en tant qu'entrepreneur ou responsable de business unit, est-ce que c'était vraiment des entrepreneurs? En fait, il s'est avéré que s'ils avaient monté une start-up, peut-être qu'ils se seraient plantés, j'en sais rien. Mais là, d'arriver avec un minimum de chiffre d'affaires
Et en fait, ils sont à l'origine de ce chiffre d'affaires. Hein. Ils ont fait développer sur fonds propres les logiciels. Et en fait, ils ont une très bonne connaissance des acteurs. Ils avaient un vrai réseau de clients et de prospects. Ils avaient défini une solution qui était extrêmement pertinente. Donc, en fait, ça fait partie d'entrepreneurs qui, tant qu'ils n'ont pas montré leurs limites, faut continuer. Et donc, en faisant la croissance externe, ils ont montré sur leur capacité à intégrer. Et c'est très dur quand on fait la croissance externe. On peut avoir des chocs des cultures, on peut se tromper de personnes qu'on garde ou qu'on ne garde pas. On peut se tromper sur des choix produits. On peut avoir des gens qui soient réfractaires. On peut avoir des produits qui s'emboîtent finalement pas bien, techniquement, pas bien commercialement ou en termes de marketing. Enfin bref, donc c'est vraiment un projet en soi. Et donc finalement, ils ont montré qu'ils étaient capables de. Ça a beaucoup rassuré les fonds, puisque ces fonds viennent beaucoup pour faire du buy and build. Okay. Et donc de se dire qu'un management a déjà fait une acquisition, a réussi à l'intégrer, a une capacité, tant que le management ne monte pas sa limite, pourquoi aller changer de management? C'est même prendre un risque. Et d'ailleurs, quand on voit les fonds américains qui ont remercié dans les startups, les Yahoo, les Google et compagnie, les Apple, ils ont tous fini par rappeler les CEO à un moment ou à un autre. Donc, tu vois, ça montre bien que même cette volonté de vouloir toujours changer de CEO, c'est pas forcément quelque chose de pertinent. En tout cas, moi, je trouve que quand un management, il n'a pas montré sa limite, il faut continuer avec eux. Et voilà, ça n'oblige pas qu'il faut toujours les challenger. Donc, mais en tout cas, story, 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires en 4-5 ans. Enfin, on a fait quasiment 5 fois le chiffre d'affaires en 4 ans et demi. Ok. Et nous, on a fait 4 fois la mise en 4 ans et demi. Okay. Donc, on a fait un rendement de plus de 38%. Ouais. Okay, j'aurais même pensé que, vu que les multiples sont exponentiels, plus la boîte est grosse et plus la R est gros, plus le multiple de vente est élevé. J'aurais pensé que ça aurait été encore plus un gros ROI, mais ok. Et donc là, pour répondre à la question, du coup, là, dans ce cas en particulier de pourquoi vendre, là, c'était opportunistique, c'était... le fonds était la meilleure personne pour faire ça, la boîte était packagée pour ça, et c'était mieux que ce soit eux qui continuent, sinon vous n'auriez pas eu les moyens de faire cette croissance grosso modo, financer cette croissance externe, faut être capable de mobiliser entre 30 et 50 millions. Et voilà, donc à un moment, le marché est segmenté, nous on permet à ces boîtes de passer de 2 à 10, 15 et plus, et ensuite il faut des moyens conséquents pour faire des croissances externes, faire du cash out, etc. quoi. L'avenir de Réflexion Capital, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises en portefeuille? Combien sous gestion? Combien d'investisseurs? Et dans cet avenir, il y a l'énorme révolution de l'IA en ce moment. Je crois que chaque jour, ça devient... c'est une nouvelle révolution. Comment vous, ça impacte surtout votre thèse d'investissement? Qu'est-ce que ça va changer dans les secteurs ou les types de business models que vous allez peut-être éliminer et ceux que vous pensez qui vont être accélérés par l'IA? Bon, de manière très simple. Donc nous, aujourd'hui, on a 12 participations. On gère à peu près 90 millions sous gestion. On a un fonds avec des droits de co-investissement plus des club deals. Donc la somme de tout ça fait quasiment 90 millions. Aujourd'hui, quel est le next step? Donc déjà, on a un fonds qu'on doit continuer d'investir. Donc aujourd'hui, il nous reste encore 5 à 6 sociétés à financer, nouvelles sociétés, nouveaux investissements à faire, avant de considérer de continuer soit avec un fonds, soit avec du club deal. Donc juste pour bien comprendre, si tu dis ça, ça veut dire que sur les 90, il y a une partie qui est commit mais pas déployée. Alors, une partie, effectivement, dans un fonds, en fait, c'est un commitment et tu déploies au fur et à mesure up to le commitment. Mais nous, ce qu'on a en plus dans le fonds, c'est que tous nos investisseurs ont un droit de co-investissement sur les deals qui le permettent. Et on peut faire un double down de la taille du fonds en utilisant ces droits de co-investissement. Donc aujourd'hui, on les a déjà utilisés sur deux opportunités. Et maintenant, on est sur des deals qui présentent des caractéristiques où on va être en capacité, sur quasiment tous les autres deals qui vont venir, de tirer ces droits de co-investissement. Et donc, on gère le meilleur des deux mondes. Ça permet aux gens d'être exposés de manière globale et moyenne sur la performance d'un fonds et sur certains investissements, de faire un choix, de pouvoir s'exposer plus sur un deal que sur un autre. Et finalement, on est sur une population qui sont des personnes privées, entrepreneurs, et ça leur va bien qu'à un moment, quand on a des liquidités, de pouvoir les mettre sur un sujet qui les passionne plus qu'un autre, ou à ce moment-là, ils ont de l'argent à placer, ils se disent pourquoi pas les mettre sur ce deal-là, quoi. Voilà. Ok. Donc ça c'est le présent et l'avenir du coup. Alors l'avenir, on verra ce qu'on fera. On va peut-être être original sur continuer. Est-ce qu'on fera un evergreen? Est-ce qu'on fera un fonds? Est-ce qu'on fera un fonds avec des droits de co-investissement? Est-ce qu'on fera des club deals plus gros? Enfin voilà, on va réfléchir à tout ça d'ici un an et demi. Et ensuite, pour répondre à ta question sur l'IA. En fait, l'IA, il va de pair avec notre philosophie parce que l'IA, pour nous, c'est pas dogmatique. Toutes nos boîtes développent de l'IA ou insèrent de l'IA dans leurs produits.
Et ça me paraît naturel parce que quand on a une philosophie de rationaliser ses investissements, il y a un moment, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus intelligent avec l'IA? Comment je peux améliorer ma rentabilité? Comment je peux améliorer ma productivité? Donc, se dire, ça serait dommage de passer à côté. Et donc, ce qu'on aime bien, les entrepreneurs, notre portefeuille, ils ont cette dynamique de se dire, ben, moi, tout ce qui me permet d'améliorer mon modèle, je dois le tester et je dois le mettre en production ou donner des outils à mes équipes pour les rendre plus performantes. Donc, en fait, tout le monde y gagne dans l'histoire. Donc, après, il y a ceux qui développent leur propre sujet d'IA, il y a ceux qui utilisent des outils qu'ils implémentent pour mieux travailler tous les jours, et puis il y a ceux qui vont implémenter de l'IA dans leurs produits historiques pour les rendre encore plus performants. Ça c'est sur le portefeuille actuel. Donc, optimisation, utiliser l'IA comme n'importe quelle évolution technologique où tu peux optimiser tes process. Dans les 5-6, du coup, justement, prochains investissements que tu peux avoir en tête, est-ce qu'il y a des types de business models où tu dis, oula, là, il faut qu'on fasse gaffe? Oui, alors moi, je veux te dire, c'est simple. Ce qu'on voit avec 1 an et demi de recul, tous les SaaS horizontaux sont tous ceux qui sont percutés de plein fouet par l'IA. Aujourd'hui, un SaaS horizontal, c'est interconnecté, des softs entre eux, des bases de données. Aujourd'hui, les IA le font très bien, pas besoin d'avoir des softs. Tout ce qui était un petit peu de middleware, c'est des choses comme ça qui ont plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, une IA le fait très bien, les Zapier le faisaient déjà très bien. Donc aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ce qui a du sens pour moi, ça reste toujours des choses qui vont être très verticales. Tout ce qui va avoir une très forte connaissance métier cadrera toujours pour l'instant sur une IA. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais il y a un moment, voilà, une IA ou avoir des outils qui te permettent d'être plus pertinent, oui. Est-ce qu'il y a des outils qui te remplaceront complètement? Je ne pense pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais là où je vois qu'il y a un boulevard, c'est tout comme le digital, l'arrivée de l'Internet, l'arrivée du mobile a permis à des métiers de changer le canal d'acquisition de clients, de changer la relation client, d'améliorer la connaissance de ses clients, d'être plus fluide, d'avoir des allers-retours, des feedbacks meilleurs, etc. L'IA, pour moi, c'est juste une continuité. Donc, il ne faut pas le refuser, il faut l'utiliser, il faut le contrôler, il faut garder la main dessus, il faut garder le contrôle. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, on ne regarde aucun sujet qui n'a pas un peu d'IA dedans. Maintenant, on a passé 2 ans à recevoir tous ceux qui font des espèces de scams d'IA, une espèce de front-end de ChatGPT. Ouais. Bon, tout ça, c'est ridicule, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ne fait pas les 2 millions de toute façon pour vous. Non, puis même, voilà, c'est des monkey business, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc, par contre, d'avoir quelqu'un qui dit j'ai une connaissance métier, je peux capitaliser dessus, l'IA, c'est un outil qui me permet d'être encore plus pertinent, d'aller plus vite. Voilà. Qu'est-ce que ça permet, l'IA? Ça permet de faire des MVP beaucoup plus rapides. Ça coûte moins cher de pouvoir avoir une idée, de la mettre en musique. Ça ne veut pas dire que ce MVP, ça restera un MVP. Donc, si on va en faire une vraie app, derrière, il va falloir reprendre quelque chose. Mais au moins, ça permet de démarrer plus vite et de dire je passe plus vite de l'idée à j'ai une maquette, de la maquette, je la mets dans les mains d'un client, j'ai du feedback, j'améliore, je continue. Et en même temps, si ça marche, il va falloir aller plus loin. Mais ce n'est pas l'IA d'elle-même qui va comprendre les attentes d'un client dans un marché. Ce n'est pas l'IA. L'IA, ça reste un outil qui fera ce qu'on lui dira de faire. Il faut maîtriser. Il y a un problème de sécurité des données. Il y a des clients qui ne veulent pas qu'on compute leurs données sur des LLM grand public. Donc, voilà, comment je prends le meilleur de l'IA, comment je rassure mes clients, et comment j'améliore la productivité, la qualité de ce que ressort l'IA que j'utilise. Tout ça, c'est des choses hyper pertinentes, mais il faut garder la main et garder le contrôle, quoi. Et donc, en tant qu'investisseur, pour quelqu'un qui demain veut investir dans la tech ou racheter une boîte dans la tech, dans le digital, tu dis attention dans les SaaS, ceux qui sont horizontaux, qui sont juste des connecteurs, c'est fini. Par contre, une des modes que tu décris, c'est le côté connaissance métier. C'est pas intéressant. Tu investis aussi dans les marketplaces. Je trouve aussi que c'est une mode défendable. Quand tu as une audience, tout le monde demain peut recréer la partie technique de Getfluence en 2 jours avec Codex. Par contre, réussir à avoir leur communauté, leurs clients, leur historique, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est défendable. Exactement, c'est quelque chose qui est défendable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA qui ne fait pas vraiment la petite fille, tout le monde va dire « ouais, c'est génial ». Est-ce qu'elle le fait vraiment? Et quelle est la pertinence? Est-ce que c'est vraiment ce que les clients attendent du marché? Ça peut faire plein de choses très bien, mais tu peux passer complètement à côté de ton audience ou de ce qui va faire la différence. Donc oui, tu prends l'exemple de Getfluence, n'importe qui demain va pouvoir indexer du contenu dans des LLM. Maintenant, d'avoir la relation avec les médias et d'avoir des médias qui te font confiance à une plateforme, ça prend des années à constituer. Donc là, ils vont tester.
mais ils vont dire où partent mes données, qu'est-ce que vous m'insérez. Demain, j'ai pas envie d'avoir des contenus illicites à côté de marques de mes clients sur lesquels je communique ou sur des articles qui sont inappropriés par rapport à afficher le nom d'une marque à côté. Donc, il y a tout un tas de choses et de relations, de confiance qui existent. Et donc, ça met du temps à bâtir et ça a de la valeur. Donc, voilà. Dans les investissements que tu as vu passer récemment, qu'est-ce que tu as analysé en disant, OK, celui-là, il y a 6 mois ou il y a 1 an, j'y serais peut-être allé. Et là, c'est évident que j'y vais pas parce que dans 6 mois, 1 an, on sait pas si ça peut pas être juste détruit par l'IA. Moi, je vois tous les business qui sont mono-features aujourd'hui. Pour moi, quelque chose qui est mono-feature, ça a peu de chances d'être quelque chose de très verticalisé. Donc, quelque chose qui va faire un paywall, quelque chose comme ça. Bon, c'est bien, très bien. Tu vas faire de la B-test, n'importe quel IA va faire de la B-test, très bien. Il n'y a plus trop de valeur ajoutée. Il y avait plein de boîtes, d'ailleurs, ABTC vient de se vendre. Je pense que c'est aussi un signal précurseur de se dire qu'il y avait des choses qui avaient une valeur ajoutée à un moment donné et qui en ont moins aujourd'hui. Donc, voilà, moi, tout ce qui va être mono-feature, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans des suites logicielles. C'est la suite logicielle qui fait que la complexité d'un métier. Plus tu vas avoir des métiers qui vont être complexes, plus ça va être difficile de dire qu'une IA va tout comprendre, va décomposer le process, soit de fabrication, process de vente, des normes qualité. Tu vois, bon, peut-être ça prendra du temps, peut-être ça sera une somme de plusieurs IA, mais en tout cas, ça ne va pas se faire très naturellement. Voilà. Et puis ensuite, il faut aussi anticiper des mouvements de marché, des mouvements qui se consolident. Donc, dire c'est quoi le next step de l'enjeu de ce secteur-là. Donc, tu vois, tu reprenais tout à l'heure MyTower. MyTower, il y a 10 ans, c'était bien d'avoir un TMS, c'était bien d'avoir un logiciel, par exemple, qui fait le droit de douane. Aujourd'hui, les clients, ils ne veulent pas avoir 36 logiciels. Ils veulent rationaliser. Ils veulent avoir une plateforme qui leur permette de répondre à tous leurs besoins. Ou de se dire, demain, je vais évoluer, je vais racheter une boîte dans telle activité. Ah, ben, je n'utilise pas telle fonctionnalité, mais demain, je vais en avoir besoin. Je n'ai pas envie de refaire un appel d'offres, je n'ai pas envie de retester un truc. J'ai envie d'avoir quelque chose qui, j'active, ça se met dessus et je sais que vous saurez faire. Donc l'enjeu aujourd'hui dans les secteurs, c'est d'arriver à consolider des features et d'avoir une suite qui permet de dire, vous allez rentrer par la douane, vous allez rentrer par la supply chain, vous rentrez sur tel type de transport aéroportuaire, mais demain, vous allez rajouter le ferroviaire ou je ne sais quoi. On est capable d'activer et de comprendre toutes les contraintes liées à chacun de ces métiers. Mais vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être prendre 10% de la plateforme, mais plus vous allez grossir, plus vous allez complexifier votre métier, plus on est capable de vous accompagner. Et c'est ça que vous doit être capable d'anticiper. Ok, non, c'est hyper intéressant. Et ce que je comprends aussi, du coup, qu'on peut tirer comme conclusion, c'est la boîte qui fait juste un paywall, hyper simple, mono-feature, pas trop compliqué à comprendre, parfait pour l'IA, pour être disrupté, parce qu'aujourd'hui, le code est une commodity avec ça. Exactement. Et à l'inverse, aller sur des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus complets, et des clients de plus en plus aussi haut de gamme, complexes, longs à signer, mais du coup, une fois que tu les as, il y a cette problématique de confidentialité, de confiance, et ils restent avec toi sur le long terme. Donc, en tant qu'investisseur, aller là où c'est un peu plus compliqué, aller là où c'est un peu plus opaque, trouver des gens qui ont cette expérience, comme tu disais, métier. Transparence et confiance. Je pense que si plus tu es transparent sur le traitement de tes données et le traitement de tes clients, plus tu les rassures, plus ils ont confiance. Et à un moment, ils pourront toujours être tentés d'aller chercher une autre solution. Mais jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'il y a des fuites de données critiques. Et donc, encore une fois, c'est la relation clientèle qu'il faut travailler, puisque celle-là, l'IA, naturellement, elle ne va pas la faire. Alors peut-être qu'elle le fera sur des business B2C, peut-être qu'elle le fera sur des petits business B2B2C, mais il arrive un moment, on est dans une relation clientèle, on est sur des projets, on a des clients qui se transforment, il faut les accompagner, il faut comprendre, il faut être proche d'eux. Et donc plus on est proche d'eux, plus on a de l'information, plus on a cette information, si on la traite intelligemment, plus on peut en faire quelque chose qui permet de défendre, d'être résilient et d'éviter de se faire attaquer par des sujets, des formules all-in-one qui, je pense, ne seront jamais aussi pertinentes que des gens qui connaissent très bien leur métier et qui sont proches de leurs clients, quoi. Bravo, parce que je pense que dans les 12 participations, ou 9, 12, pour l'instant, de ce que j'ai compris ou lu, vous n'êtes pas dans des métiers qui vont se faire disrupter, donc bravo pour avoir bien choisi. On verra, l'avenir dira, mais on y est tous les jours derrière, et notre métier, c'est justement d'anticiper celles qui pourraient se faire phagocyter, faire comprendre au management que demain, elles peuvent disparaître, qu'il y a plein de... Nous, on a un radar à regarder tout ce qui se passe sur les marchés et leur dire attention, là, il se passe des choses, réagissez, anticipez, parce que dans 6 ou 9 mois, vous allez avoir une nouvelle concurrence arriver. Où est-ce qu'il faut batailler? Où est-ce que vous êtes fort? Où est-ce que vous êtes faible? Et est-ce qu'il faut acheter une boîte pour compléter une faiblesse? Ou est-ce qu'il faut acheter une boîte pour surfer sur une opportunité qui fait que peut-être votre produit va se commoditiser demain? Et donc, c'est notre métier d'être toujours en veille permanente, en discussion permanente et en anticipation pour éviter une boîte de devenir une commodité et donc de ne pas créer de valeur pour nous et de leur permettre d'être toujours dans la course et de les sortir dans les meilleures conditions, quoi. Voilà. Ok, mais merci pour je t'en tout ce prie, que tu nous as raconté aujourd'hui. C'était un plaisir, merci Nicolas. Je t'en prie. Très bonne journée. Et également, au revoir.